Donc, tu vas au dépôt, le mec en face de toi, il veut se battre avec toi. Il dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde, c'était des flingues. Posé dehors comme ça. Posé dehors comme ça. J'ouvre la porte, les portes arrière de la fourgonnette, il ouvre la bâche du camion et dedans il y a une énorme palette. Il ouvre la palette, moi je monte à l'arrière du camion, je regarde et là je fais oh putain. Les banques, quand t'es armurier, ils veulent pas de toi. Tu fais partie du listing des professions à risque. Si à 50 ans t'as pas de PGM, t'as raté ta vie. Oui. sur des très vieilles machines, tu vois, des trucs où tu peux te faire arracher un bras. Parce qu'il y a des armuriers, ils ont des réputations de fous furieux, tu vois. Il y en a certains, tu sais qu'il faut pas les appeler, par exemple, tu vois. 50 000 euros, c'est même pas le mur de balles que tu vois chez le petit armurier de campagne à côté de chez toi. Les stocks sont centaines de milliers d'euros. Et les mastodontes du marché, on parle en millions d'euros. Il me dit, mais comment c'est possible de faire livrer des armes à feu à la banque? Alors, j'ai introduit sans le vouloir à la banque une arme, tu vois. Bon les gars, très content de vous présenter aujourd'hui le podcast avec Jordan. On a déjà sorti un podcast qui parle plus généralement de la chaîne et qu'on a tourné juste après celui que vous êtes en train de regarder. Donc je vous invite à aller le voir parce qu'il y a d'autres infos sur Jordan et sur la chaîne en général. Alors Jordan, pour ceux qui ne le connaissent pas, déjà c'est très bizarre parce qu'il est apparu dans plusieurs dizaines de vidéos maintenant. C'est notre armurier, si vous voulez en savoir plus sur notre rencontre, les infos sont disponibles dans le premier podcast et on vous donnera également d'autres infos dans celui-ci. Jordan, c'est un mec sans qui la chaîne ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, c'est lui qui a fourni les armes les plus mythiques que vous avez pu voir dans les différentes vidéos. C'est également un super ami qui m'a toujours été de très bons conseils, donc je le remercie énormément pour ça. Jordan, il est évidemment armurier, je vous mets tous ses réseaux à l'écran, et il a également son site internet que je vous invite à aller voir parce qu'il a vraiment énormément de matériel. C'était mon armurier avant qu'on se rencontre en vrai, et le service est vraiment impeccable, donc je ne peux que vous le recommander. Je vous invite aussi à mettre en commentaire un petit mot gentil pour Jordan, ça lui fera plaisir. À côté de ça, pour ce qui est de Minotaur et de la boutique, au niveau des news, on a restocké toutes les tailles de toutes les couleurs des pantalons. C'est une vraie réussite, vous nous avez fait beaucoup de retours très positifs et ça fait vraiment plaisir, donc merci beaucoup. On vient également de sortir la version multicam qui est déjà disponible sur le site, vous avez le lien en description. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la dernière vidéo, on a également sorti notre marque de boissons énergisantes Bastion. Les premiers clients ont déjà reçu leur pack et vous nous avez fait des super retours, donc un grand merci. Je vous mets également le lien en description. Ah là là, j'ai mon petit script, je suis content. Ouais, moi j'en ai pas. Je suis content. Il a le panaché dans la Il main. est obligé de boire avec toute discrétion pour pas qu'on l'entende au micro. Tu sais, on est bien concentré, ça allait démarrer. Tu regardes sur le côté, tu vois Simon avec une bière. Allez, c'est parti. Salut les gars, aujourd'hui, nouveau concept vidéo. C'est pas un nouveau concept vidéo qui aura forcément une suite, c'est juste qu'on voulait absolument faire ça avec Jordan, et du coup ça donne lieu à ce format, et on verra s'il y a d'autres épisodes plus tard. Mais l'idée aujourd'hui c'est d'interviewer Jordan. Donc Jordan, l'armurier que vous voyez depuis très longtemps, de l'armurerie aux larmes, on va lui poser quelques questions, et je suis content de faire ça. Moi aussi. On va faire de l'ASMR. Je vois que t'es content d'utiliser le micro. Ouais, j'aime bien le micro, ouais. Ça va être assez naturel, hein, de toute façon. On va couper en plusieurs parties. Présentation de Jordan. On fera quelques petits trucs assez drôles avec un oui ou non, où je pense on va rigoler. Quelques anecdotes sur les tournages. Et on finira avec les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Et on démarre tout de suite, Jordan, avec ta présentation. Comment tu te présenterais à quelqu'un que tu viens de rencontrer, à qui tu dois dire ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je suis armurier depuis maintenant 6-7 ans, je crois. Et sur ta vie en général, du coup? Elle est très rythmée par le monde des armes à feu depuis pas mal d'années maintenant. Donc, si tu n'aimes pas les armes à feu, généralement, tu ne me côtoies pas. On va revenir au fur et à mesure sur tout ce que tu as fait. Pour revenir au tout début, quand tu étais vraiment enfant, Ouais. à quel métier tu pensais et est-ce que l'armurerie, c'est quelque chose qui t'est venu en tête très vite? Je pense que le métier d'armurier, ouais, effectivement, c'est une vocation, en fait. Je pense que la plupart des gens qui sont devenus des armuriers ou qui ont réussi à rester armuriers, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont chaque année qui deviennent armuriers par différents mécanismes, Oui. que ce soit les CQP ou qui sortent d'école. Ceux qui perdurent, on va dire, sont ceux pour qui je pense c'est une vocation de base, ouais. C'est pas une affaire comme une autre. Faut avoir vraiment envie de faire ça. Ouais, il faut vraiment être intéressé et passionné, je pense, pour faire ça, parce que c'est un peu comme l'agriculture, au final. Tu passes des heures et des heures et des heures dans l'atelier. Si t'aimes pas ça, honnêtement, tu peux vite faire un burn-out, quoi. Et du coup, c'est un truc auquel t'as pensé déjà petit ou t'étais parti sur autre chose au tout début? Et je dirais que dans les premiers métiers dont je parlais à mes parents quand j'étais enfant, c'était militaire, en fait. Ouais, quand même lié aux armes. Ouais, je voulais faire Saint-Cyr.
Mon rêve, moi, c'était être officier dans l'armée, en fait, très petit. Hein. Après, je pense qu'à l'adolescence, on s'est rapidement rendu compte que l'autorité n'était pas faite pour moi, tu vois. Donc ça. Et dès ma très jeune enfance, en fait, j'ai tout de suite été attiré par les armes à feu, en fait. Donc si on fait une sorte d'historique de la chose, toi, t'as pas connu ça parce que t'es plus jeune, mais quand on était gamin, il n'y avait pas de vidéo à la demande, etc. Et donc du coup, moi je regardais toujours les mêmes cassettes vidéo, les mêmes VHS en boucle en fait. Les films des années 90. Pas forcément, mais quand j'étais petit, mes parents ils m'achetaient les cassettes de Walt Disney. Et du coup, j'ai dû regarder peut-être 50 fois Merlin l'Enchanteur, 40 fois Robin des Bois, et puis peut-être une quinzaine de fois Le Roi Lion, tu vois. Et en fait, à force de regarder toujours les mêmes films, tous les mercredis, tous les samedis, tous les dimanches, ou quand mes parents me mettaient un film, un jour, j'ai voulu regarder autre chose, tu vois. Donc je suis allé dans le Bob Télé, comme tous les gamins ils faisaient, tu vois. Et je voyais toute ma rangée de cassettes de Walt Disney. Et je me dis, ouais, ça en fait, j'ai déjà tout vu, quoi. J'ai plus envie de regarder les mêmes trucs. Je commence à fouiller un peu dans les cassettes vidéo de mon père. Et là, je me souviens de ce jour-là, il y a 3 cassettes qui me marquent, tu vois. Il y a une cassette de Top Gun. Donc, un mec sur une moto, tu vois, avec une gonzesse derrière, tu vois. Je me dis, tiens, bizarre, Top Gun, qu'est-ce que c'est? Je vois un truc, ça doit être Mister Olympia 1984, tu vois. Oh, les films avec du un père. mec ultra baraque sur la cassette. Et une cassette où il y a un type qui est tout bariolé en Tiger Stripe. Il y a une espèce de couteau comme ça, là, et une grenade, tu vois. Et c'est le film Commando avec Arnold Schwarzenegger. Donc moi, enfant, un peu qui regarde beaucoup de jeux vidéo, tu vois. Enfin, pas de jeux vidéo, mais de dessins animés à la télé. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec les militaires, etc. Donc le personnage sur la jaquette, il m'attire, tu vois. Ouais. Donc je mets la cassette. Et en fait, là, c'est un peu comme dans Pokémon, tu vois, pour ceux qui ont la ref. T'es avec le professeur Chen au tout début de l'aventure. T'as 3 Pokémon. Le Pokémon que tu choisis, en fait, il va déterminer la suite, tu vois. Et si tu prends Bulbizarre, à la cour de récré, tu te fais défoncer. Le harcèlement scolaire. Donc en gros, je pense qu'à ce moment-là, si j'avais mis la cassette de Top Gun, mon délire, ça aurait été de devenir pilote d'avion de chasse. Et si j'avais mis la cassette de Mister Olympia, mon avril, tu t'appellerais Zorob et je serais en train de t'expliquer que ma passion, c'est le trembolone. Mais attends, mais Jordan, tu tires à blanc à 35 ans. Du coup, voilà, je mets cette cassette. Et en fait, il y a une sorte d'identification qui se fait directement de par le fait que le début, en fait, on voit le mec qui est dans la montagne. Il est en train de porter une souche d'arbre sur le bras. Il va en direction de son chalet, tu vois. Pour un enfant qui a 4-5 ans, tu te dis, voilà, le mec, il habite en Savoie, en fait, c'est mon voisin. Alors, je regarde un peu plus le film, et là, il y a une scène qui me marque. Il se fait attaquer chez lui, en fait, par des criminels qui viennent enlever sa fille. Le truc ultra kitsch des années 80, quoi. Et il va dans son abri de jardin, et il tape un code, il ouvre une porte, et derrière la porte, il y a plein de flingues, tu vois. Des gros fusils d'assaut, des armes de poing. Et là, c'est la révélation. Et moi, je suis un gamin, je vois ça, je fais, waouh, quand je serai grand, je veux ça. Donc là, c'est déjà un premier choc. Et après, ensuite, plus tard dans le film, il rentre avec un bulldozer dans une armerie. Et il va derrière le comptoir, il y a un bouton, il appuie dessus, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, c'est... Le total. C'est actuellement ta pièce. C'est ça. Au final, la boucle est bouclée. Et du coup, quand j'étais enfant, je me rappelle de ces scènes, tu vois, qui m'ont vachement marqué. Et je me suis toujours dit, quand je serai grand, j'aurai ça. Je veux ça. Donc c'est venu très tôt au final. Dès l'enfance. Et du coup, j'arrêtais pas d'emmerder mes parents avec ça. Je voulais toujours des pistolets, des M16, des conneries comme ça, tu vois. T'as un peu de famille dans le milieu des armes et de la chasse ou pas tellement? Mon père, de base, est tueur sportif, ouais. Donc, du coup, vu que j'étais très chiant avec ça, je parlais que d'armes tout le temps. Mon père fait peut-être l'erreur, à un moment donné, de m'amener au stand de tir. Je dois avoir 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Il a qu'une seule unique arme, c'est un 357 Magnum. Okay. Donc déjà très petit, je tire avec pas à la 22 comme on peut avoir les cheminements classiques du mec qui est licencié généralement, qui commence au plomb, qui passe à la 22. Moi direct, je suis gamin, on me fout un 38, tu vois. Et après mon père il voit que je m'amuse bien avec la munition en 38 spéciale, donc il met de la 357 et je suis tout content, tu vois. Ouais. On peut peut-être aussi un peu en parler de l'ambiance dans les stands à l'époque. Ça devait être assez différent de l'ambiance d'aujourd'hui. Alors le stand où mon père pratique le tir, en fait, c'est dans un musée.
qui est détenu par un mec qui paraît pas très propre sur lui, voire même un espèce d'ermite qui habite dans son hangar et qui a plein d'armes en fait. Un musée rempli d'armes de la Première, de la Deuxième Guerre mondiale principalement. Ouais. Bon, il s'avère que les gens le savent pas à cette période-là de l'histoire, entre guillemets, que le gars était un gros entrepreneur de la région d'Annecy. Il avait une douzaine d'entreprises durant son point culminant. Et que tout son argent, en fait, il l'investissait dans des armes à feu. Ok. Il achetait des chars, des hélicoptères, des batteries DCA. Mais c'est énorme. Après-guerre, donc tout en état de tir. Et le mec, il avait ça chez lui. Un hangar rempli de ça. Et légalement, ça se passait comment? Bah, légalement, c'était compliqué puisque le monsieur avait des problèmes assez récurrents avec la justice, effectivement. Il a des batteries Ce qui anti-aériennes. était problématique, c'est qu'il avait acheté dans des périodes où ça lui était permis. Et malheureusement, il y avait le clash avec le monde actuel où tout est interdit, tu vois. Et donc lui, il pouvait prouver que tout avait été acquis légalement, mais d'un autre côté, la législation actuelle l'empêchait de conserver la plupart de ses armes en état de tir. Donc il avait quand même un stock incroyable. Et moi, mon père allait souvent tirer. Donc t'as vu des beaux trucs dès que t'étais petit. C'est ça. Et moi, je restais avec l'ancien, en fait. Il me montrait des armes de la Première, de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient complètement délirantes, tu vois. Donc je passais des heures à regarder des Thompson, des MG42, des MG34. Des trucs que t'auras plus tard, au final. Bah, que j'aurais pas tout plus tard, mais que j'ai eu la chance de posséder dans des périodes de législation qui m'ont permis. Possible. Quoi. Du coup, ça, c'est la partie enfance. Est-ce que tu orientes tes études liées à l'armurerie ou est-ce que tu fais autre chose au début? Quand je suis gamin, je crois que jusqu'à l'adolescence, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être dans l'armée, tu vois. Donc, t'es resté quand même sur le truc de l'armée, pas dans l'armurerie au tout début. Jusqu'à la milieu de l'adolescence, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer dans l'armée. Je veux à tout prix faire Saint-Cyr, devenir officier, tu vois. Pourquoi, ça, je suis incapable de te l'expliquer, tu vois, mais c'est vraiment ce que je veux faire. Et en fait, au fur et à mesure que le temps avance, je me rends rapidement compte que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ça m'intéresse plus du tout, pas que je sois en désaccord avec cette institution, mais je sens que c'est pas du tout fait pour moi, quoi. Ouais. Le gros problème avec l'autorité, je dirais, du coup, être sous les ordres de personne ne me chauffe pas trop. Donc du coup, je m'oriente plutôt vers une carrière de tout ce qui est commerce, en fait. Et du coup, en termes d'études, qu'est-ce que tu fais précisément en diplôme? Alors en diplôme, moi je fais, après mon bac, en fait, je fais un DUT technique de commercialisation. Ok. Où je pense que là, j'apprends vraiment ce qui va m'être utile après dans le monde professionnel, donc le marketing, la comptabilité, le commerce en général, tu vois. Et c'est vraiment les meilleures années d'études que j'ai vécues, je pense, où j'ai rencontré des mecs super et on apprenait vraiment des choses qui nous seraient utiles dans le monde d'après, en fait, professionnel. Donc, vu que je trouve que faire des études, c'est bien, je poursuis ensuite sur une licence que je fais en Australie, du coup. Oui, parce que t'es un mec qui a beaucoup voyagé aussi. C'est ça. Faut falloir le préciser parce qu'il y a beaucoup de trucs. Du coup, faire des études me permet aussi en parallèle de découvrir des pays, tu vois. Donc, je fais ma licence en Australie. Et en Australie, je fais un comment ça s'appelle déjà? Un bachelor en business international. Est-ce que tu bosses dans quelle boîte là-bas précisément? T'es en alternance? Alors en fait, l'Australie, c'est un pays qui est assez magique pour ça. C'est que quand tu fais des études, les profs sont pas très à cheval sur le fait d'être présents en cours, tu vois. Et ça, le problème, c'est que si tu le laisses transparaître à des Français, tu vois, Ouais, ça passe mal. tu leur laisses la possibilité de ne pas venir en cours. Qu'est-ce qu'ils font? T'as personne. Ils viennent pas en cours. Par contre, il y a une obligation de rendre les travaux qui sont demandés. Il y a une obligation de passer les tests. Et en gros, si t'es nul, tu peux rien, tu vois. Donc, y a pas ils sont pas du tout stricts sur le fait d'être présents en cours ou dans les amphis. Donc, du coup, avec mes collègues, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on est dans un pays incroyable, on va voyager. Sauf que, économiquement parlant, l'Australie, ça coûte très cher. Déjà, on est en 2009-2010 à cette époque. Et c'est déjà très cher, hein. Pour te donner une idée, le paquet de cigarettes, ça m'avait marqué, il était à $14, tu vois. Ouais, c'est vrai que actuellement, par rapport au prix français, ça peut paraître pas si haut, mais c'est à une époque où le paquet en France valait 5 €, quoi. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Et l'alcool est très taxé également. Étudiant, donc alcool, forcément. Donc tu bois des trucs dégueulasses, généralement, parce que la bouteille de Jack, elle doit être à $45, tu vois. Ce qui est très cher. Donc du coup, on finit tous par se mettre à travailler, en fait, et comme tout mec qui arrive, on connaît personne. On commence par des petits boulots, en fait. Donc le premier petit boulot que je fais là-bas,
C'est grâce à un pote à moi qui est un grand chineur de gonzesses. Dans une soirée, on le voit, il est en train de discuter avec une gonzesse qui a un peu plus d'une trentaine d'années, tu vois. Et lui, c'est sa spécialité, tu vois. Et il est très fort pour ça. Même des gonzesses qui disent qu'elles sont pas intéressées par lui, elles finissent dans son lit, tu vois. Et il a un pouvoir, un charisme et un pouvoir de persuasion très bon, tu vois. Un mec que tu côtoies toujours. Je l'ai pas revu depuis plusieurs années, d'ailleurs. Faudrait que je reprenne contact. Si tu nous regardes, bah, c'est ton moment. Et il nous fait, ouais, elle gère une boîte d'intérim, en fait, dans tout ce qui est service, tu vois, en restaurant, etc., tu vois. Et elle peut peut-être nous choper des tafs. Ah ouais, putain, nickel, choper des tafs grâce à ce contact, pourquoi pas, tu vois. Donc mon pote passe un entretien quelques jours après avec elle. Et il nous dit, ouais, c'est bon, j'ai négocié pour vous, vous allez faire des entretiens, par contre, il va falloir mentir et dire que vous avez déjà été serveur, parce qu'elle cherche des gens qui ont de la connaissance, elle n'embauchera pas n'importe qui, tu vois. Ouais, ok, d'accord. Quelques jours passent, on arrive à la date fatidique où il va y avoir l'entretien, le soir, on fait une méga teuf. Un truc, le truc de mec jeune et débile, tu vois. Regret. On se met vraiment pas bien, tu vois. Et moi, je sens un type qui me tire par le pied, tu vois. Et j'ouvre les yeux, et c'est un de mes colocataires qui me dit « Hey mec, t'as un entretien ce matin, dans 20 minutes, tu m'en avais parlé. » Et moi, je fais « Mais casse-toi, qu'est-ce que tu me casses les couilles ?» Je me débat un peu, parce que j'ai pas envie que ce mec me casse les couilles dans mon sommeil, tu vois. Et il insiste, il me dit « Mec, faut que t'ailles à l'entretien, tu vois, qu'est-ce que tu fais et tout ?» Alors là, je me réveille, la tête dans le cul, je m'habille vite fait, pas lavé, reste de soirée qui peuvent se ressentir dans la laine, tu vois. Catastrophe. Et j'arrive à l'entretien en retard, dans un building un peu sérieux, donc tu sens que l'entreprise en question, c'est pas des mecs qui rigolent, tu vois. Et je tombe sur la gonzesse que du coup mon collègue avait jalonné, tu vois. Et elle me voit, et elle se dit, mais l'autre, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Donc, elle me fait passer l'entretien. Forcément, je lui dis que j'ai travaillé dans la restauration, ce qui est totalement faux, tu vois. Et à un moment donné, elle me teste, elle me donne un plateau. Elle me dit, vas-y, prends le plateau, marche avec, montre-moi comment tu te sers d'un plateau si t'es serveur, quoi. Et, forcément, le plateau, je le fais tomber par terre. Ça va pas. Je fais n'importe quoi, tu vois. Donc, elle me dit, ouais, en fait, toi, t'as jamais été serveur et en plus, tu viens, c'est pas sérieux. Je lui dis un truc, tu vois. Je suis d'un naturel plutôt timide de base. Donc, j'ai pas tendance à... C'est un mec qui me dit ça, tu vois, en gros, je me dis, bah, c'est mort et je rentre chez moi, tu vois. Et là, je me dis, en fait, tu rates un truc parce que si tu prends pas sur toi et que tu te casses, tu vas pas taffer, en fait, et t'auras pas de sous. Donc, je lui dis, je m'excuse pour la situation, mais si tu me donnes ma chance, je te promets que tu seras pas déçu, tu vois. La phrase de commercial. Ça doit matcher, je pense, tu vois, parce qu'elle me dit, ok, pas de problème, je te rappelle. L'entretien se termine. Et après, je me retrouve, du coup, serveur. Enfin, pas serveur tout de suite, je me retrouve dans le job le plus bas, en fait, de ce qu'elle propose dans ses services d'intérim. Si je suis dans les stades de rugby à Brisbane, et je fais les bières, en fait. Donc, il y a un type qui est à la caisse. T'as un type qui fait des cornets de frites et qui donne des sandwichs, des conneries. Et moi, j'ai 2 pistolets dans les mains, et en fait, toute la soirée... Tu remplis des pressions, quoi. Je remplis des verres de bière à des gros bourrés, tu vois, qui me parlent avec des accents de mecs bourrés australiens. Donc je comprends moitié pas ce qu'ils me racontent, mais tout ce que je sais, c'est qu'il faut que je tire des bières toute la soirée, tu vois. Et ça se passe plutôt pas mal. Au final, derrière, vu que j'ai un accent français et que les Français n'ont pas encore mauvaise réputation en Australie, ce qui a changé depuis, il faut savoir que le vol à l'étalage, maintenant en Australie, on appelle ça le French shopping. Super, c'est un bon... ça fait plaisir. Des générations de Français suivantes ont été pas très fins et malins, je pense. Et du coup, ils nous ont fait passer pour ce que nous ne sommes pas forcément. Je te laisse imaginer le type de Français, tu vois. Et du coup, le fait d'avoir un accent français, ça plaît. Et donc, ils me passent dans les loges corporate après du stade. Donc, les loges corporate... haut de gamme. Ouais, c'est les loges des entreprises privées. Et moi, ils me disent un truc, c'est... les verres, il faut jamais qu'ils soient vides. Tu te débrouilles, il faut que jamais qu'il soit vide. Alors moi, mon truc, c'est s'il y a un mec qui est en train de boire un whisky et que le verre il est vide, je viens, je prends son verre, je le mets au nettoyage, j'en prends un autre, je mets des glaces dedans s'il veut des glaces, je le resserre et je lui donne un verre. Et mon but, c'est que le mec il reparte, il passe une super soirée, tu vois. Parce qu'à l'époque, pour moi qui suis encore très jeune, passer une bonne soirée, c'est rentrer à 4 pattes, tu vois. Ah ouais, donc tu remplis les verres sans arrêt. Je remplis des verres, tu vois.
Ok. Et du coup, c'est bénéfique parce qu'il y a cette culture anglo-saxonne du pourboire. Oui, j'allais dire, tu prends des gros pourboires. Ce qu'on n'a pas en France. En France, le français trouve toujours une excuse pour dire ah, il était pas souriant, lui. Ouais, je pour lui donne pas de pas pourboire, tu donner vois. le truc en plus, quoi. Il donne 1 euro et puis si le mec il dit pas merci, bah putain, la prochaine fois, je donnerai pas, tu vois. Totalement différent en Australie. Les mecs, ils te lâchent des $50, des $100 de pourboire comme ça, tu vois. Donc tu fais des grosses journées. Je fais des bonnes soirées, ouais. Des soirées où je suis payé un peu plus de $25 de l'heure. Et vu que les mecs, je les mets bien, tu vois. Souvent, le gars principal qui possède la loge dans laquelle je suis mis, il va me lâcher un billet de 100. Et des fois, tu as des invités qui, pour montrer que eux aussi, ils ont des capacités monétaires, il va te sortir un billet de 100 ou peut-être un billet de 50 ou peut-être qu'il va être dans la surenchère et le mec, il va te donner 150, tu vois. Ok. Donc, tu gagnes presque plus d'argent avec les tips Qu'avec ton vrai salaire. qu'avec ton vrai salaire. Ouais. Donc là, le pouvoir d'achat augmente. Fortement. Et tu t'es toujours en Australie, ça fait combien de temps? Là, ça, c'est dans les premiers mois, hein, ce que je te raconte. Hein. C'est Ça vraiment va tout début. très, très vite. Et tu restes combien de temps en Australie? J'y reste 1 an. Et tu fais d'autres métiers en Australie ou tu restes Je là-dessus? fais un autre métier, ouais. Parce qu'après, du coup, je commence à m'embourgeoiser, tu vois. Donc, je me dis, en fait, tout est possible dans ce pays. Ouais. Contrairement à la France où c'est très structuré. T'as les managers, généralement, ils ont un certain âge. Et en dessous d'eux, ils ont des mecs qui sont plus jeunes et qui vont devoir cravacher pendant des années avant de monter. Ce qui est vraiment différent en Australie où, en fait, les mecs cherchent surtout le mec motivé qui a envie de taffer. Ok. Et si tu as envie de taffer, tu taffes, en fait, tu vois. Donc, du coup, pareil, jeu de relation fait que j'ai un mec que je rencontre qui est super cool et qui, lui, est commercial dans la téléphonie. Il bosse pour une boîte qui s'appelle Telstra et en B2B. Donc, en fait, il vend des abonnements téléphoniques à des business, tu vois. La fameuse histoire du démarchage. C'est ça. Et du coup, on parle et tout. Il me dit, ouais, toi, t'es dans les loges corporate, machin. Ça te dit pas de monter du galon et de faire, pourquoi tu fais des études à la base, tu vois, devenir commercial. Ouais. Et je dis, bah ouais, carrément. Moi, ça m'intéresse. S'il y a moyen de rentrer dans ton truc, je suis carrément partant, tu vois. Il me dit, ouais, tu me fais un CV. Je le fais passer au manager de l'open space. Donc, je fais un CV. En parallèle, je vais toujours à l'école, hein. Ouais, parce que t'as Donc, toujours mais la très licence, peu. ouais. Je dois y aller peut-être une fois par semaine, tu vois. Et au final, tu l'as au bout du compte la licence à la fin de l'année? Ouais, je l'ai eu, ouais. je l'ai Ok, eu. tu l'as eu quand même. Parce que je taffais quand même, tu vois. Ouais. Genre, je récupérais tous les cours et tout sur l'intranet. Puis je bossais quand même un peu, tu vois. C'est pas n'importe quoi. Au début d'Internet. Bah non, quand même. Au début d'Internet pour Le l'Australie, du dinosaure. coup. Et au final, je passe l'entretien, je rentre dans cette entreprise. Et là, j'ai un mec, en fait, il est très business orienté, tu vois. Le mec qui va entendre, c'est moi, je suis là pour gagner de l'argent, je suis là pour te faire gagner de l'argent, c'est ce qu'il veut entendre, tu vois. Lui, il s'en fout du reste. Ce qu'il veut entendre, c'est un mec qui est motivé, qui va lui faire gagner de l'argent, en fait. Ce qui est un énorme tabou, une fois de plus, en France. Oui. Si tu rentres dans une pièce et qu'un mec, tu lui dis, moi, je vais te faire gagner de l'argent, ils vont te dire, mais qu'est-ce que tu parles dessous, toi? Ouais, t'as rien à voir, quoi. Donc là, je rentre, et puis le mec, il arrête pas de me dire, mais toi, tu veux venir pourquoi? Pourquoi tu veux travailler avec nous? Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Alors moi, je raconte des trucs de français, ouais, esprit d'équipe, machin. Et en fait, le mec, il veut entendre de ma bouche, Je veux du fric. je veux faire de la thune, Ouais. quoi. C'est ce qu'il veut entendre. Et au bout d'un moment, il arrête pas d'insister là-dessus. Je dis, en fait, je veux gagner des sous, en fait. J'ai besoin de gagner de ma vie. Je veux gagner des sous. Et il fait, voilà, c'est ça. That's the spirit, mate. Donc, du coup, je suis embauché et je pars sur 2 semaines de training où ils m'apprennent, en fait, tous les abonnements qu'on peut proposer. Et le principe, ça va être du phoning, en fait. Donc, les Tu vas fameux appeler. télémarketeurs qui nous emmerdent, Ouais, putain, tu l'as fait, c'est fou. qui nous emmerdent tous les midis pour nous vendre des trucs de merde dont on n'a pas besoin, tu vois. Sauf que la différence, c'est que nous, on appelle uniquement des entreprises qui sont sur des vieux contrats. Et l'Australie a une spécificité, c'est que le pays, comme je te disais hier soir, il est plus gros que l'Europe. Ouais, si on met la carte d'Europe sur la carte d'Australie, c'est impressionnant à quel point c'est vraiment immense. Hein. Donc le pays est immense et il y a un peu plus, à l'époque, je crois que c'était 25 millions, un truc comme ça dans le pays. Ou un peu plus de Extrêmement 20 peu millions. au vu de la surface. Ouais, c'est rien. C'est même pas un tiers de la France en termes de population. Donc il y a des infrastructures en matière de téléphonie qui sont vraiment pas développées. Et c'est extrêmement cher. Un abonnement illimité en téléphonie hors data, juste en appel, tu peux te retrouver à payer plus de $300 Ce qui est par énorme. mois. Donc les mecs, ils ont des 1 heure, 2 heures, et les abonnements Internet ADSL, nous à l'époque, c'est 30 € par mois, je crois, un truc comme ça, Ouais. free. Et eux, c'est pour 30 balles, t'as 3 gigas, tu vois.
Donc c'est même pas, tu envisages de regarder des vidéos YouTube en HD, ça n'existe même pas d'ailleurs à cette époque-là, le HD sur YouTube. Et donc nous en fait, il y a 2 gros concurrents qui sont sur le marché et qui veulent bouffer le marché en proposant des tarifs plus compétitifs que l'opérateur originel pour lequel je travaille. Donc du coup, il faut qu'on rappelle tous les mecs qui ont des vieux contrats rapidement et qu'on les contracte sur 1 an, 2 ans avec des choses plus intéressantes ou au même tarif, mais avec plus de données, plus de minutes, etc. Et toi, tu prends ta com sur la vente. Et moi, je suis ce qu'on appelle un sole trader, donc je suis à mon compte, si tu préfères. Ouais, si tu vends rien, tu touches rien. J'ai rien. Okay. Je suis comme un commercial qui a des cartes de certaines marques, tu peux voir des commerciaux itinérants, sauf que je suis au téléphone. Donc toute la journée, j'appelle des mecs, et si je les contracte sur 1 an, j'ai 1 mois de leur contrat qui me revient en tant que commission. Selon les plans, il y a des trucs, c'est quelques dizaines de dollars de commission. Des gros contrats, c'est 1 mois. Si je les contracte sur 2 ans, c'est 2 mois. Donc c'est quand même un bon morceau. Donc ouais, le but, c'est de contracter les gens sur 2 ans, tout en restant honnête, bien entendu, en proposant du service de qualité, tu vois. Mais malheureusement, comme tu disais, t'as l'accent français. J'ai un accent français. Donc du coup, après avoir fait le training, j'ai bien emmagasiné, enregistré tout ce que je dois vendre, en fait, et comment le système marche, etc. Et donc, il me balance sur un desk, en plein milieu d'un open space. Donc, c'est l'open space à l'américaine, tu vois. T'as grand écran, des matchs de NBA si tu veux, tu peux regarder l'écran toute l'après-midi, tu n'as pas d'argent, tu vois. Machine à café, barbox sur le toit, bonne ambiance, tu vois. Amérique, en Australie. Voilà, c'est chill, tout est cool. Mais je me rends compte que c'est très rapidement difficile parce qu'à chaque fois que j'ai un mec au téléphone, vu que j'ai un gros accent français quand je parle, c'est Hello, do you want to get the new plan for the unlimited internet? Le pakistanais. Les mecs m'insultent. Je leur fais perdre leur temps avec mon accent à la con, tu vois. Donc, ça raccroche. C'est ça, soit ça raccroche, soit c'est fuck you mate, et le mec il raccroche. Soit c'est ouais, t'es un putain d'Indien en gros, tu m'appelles d'un pays du tiers-monde, va te faire foutre, tu vois. Donc je me fais vraiment bolosser, comme qui dirait. Et bon, à force, les mecs ils sont plutôt cool, les mecs dans l'open space, donc tu vois que je galère, et t'as les superstars, ceux qui sont les plus gros vendeurs du truc, qui viennent de temps en temps, qui me font vas-y, tu raccroches ton truc, là, viens avec moi, tu prends un casque et t'écoutes la conversation. Donc là, je vois des mecs qui font vraiment de la vente. Donc je capte un peu les façons d'approcher au téléphone les gens qui le mettent en place pour faire la vente, tu vois. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça commence à aller mieux. Des fois, je vends 2-3 plans par jour. Je me fais 100, 200, 300 balles de com. Des fois, il y a des jours où je vends rien, tu vois. Ouais. Et c'est comme ça pendant plusieurs mois. Et jusqu'au moment où, en fait, je commence à devenir je dirais un vendeur australien de base. Et ce qui paraît assez inimaginable, c'est que dans cet open space, il y a des mecs qui se font littéralement des couilles en or, tu vois. Ouais, tu me disais qu'ils vendent énormément. Ouais, parce que tu as des gens, des fois, au téléphone, ils ont 3 abonnements Internet sur 3 sociétés, enfin, sur trois, comment dire, sièges différents de leur société, tu vois, plusieurs boutiques. Ils sont en illimité à 300 balles par mois. Tu les contractes sur 24 mois. Ouais, ça vaut tu prends 600 balles par plan, x3, tu vois. La journée, voire même la semaine, elle est très très bonne, tu vois. Donc tu montes encore ton niveau de vie en Australie? Mon niveau de vie devient très sympa, ouais. Très sympa, ouais. Donc là, t'es toujours en Australie? C'est la fin de ton séjour? T'as fait autre chose après la démarche téléphonique? Non, ça c'est vraiment mon job jusqu'à la fin que je parte d'Australie. Tu chopes ta licence là-bas? Je chope ma licence. Et tu rentres en France? Et non, en fait, tu fais un détour en rentrant. Ce qui fait que je pars d'Australie, c'est que je rencontre une Américaine sur place. Donc je tombe éperdument amoureux et je me dis, je vais partir aux États-Unis, tu vois. Ce qui est une erreur monumentale parce que immigrer aux États-Unis, t'as pas trop d'options en fait pour avoir pour devenir citoyen. La résidence. Donc la green card qui te permet de rester s'obtient par des manières complexes à mettre en œuvre. Soit tu as beaucoup d'argent, tu es un investisseur, tu investis dans une entreprise. Je crois qu'il y a un montant particulier annuel. Il y a une liste bien précise de trucs que tu peux faire pour devenir citoyen et tu peux pas trop frauder en fait. T'as le truc, t'as pas le truc. Donc moi j'ai pas cet argent-là, tu vois. Même si pendant ma période australienne je gagne bien ma vie, je dépense bien aussi, tu vois. Ouais. Donc du coup j'ai pas les moyens d'investir aux États-Unis. Il y a la Green Card Lottery où en fait c'est une loterie annuelle auquel tout le monde peut participer et si t'es tiré au sort, tu vas à une ambassade américaine faire un entretien et t'as des chances d'obtenir la Green Card. Tu peux te marier aussi? Il faut se marier, mais c'est complexe parce qu'il y a quand même des mecs qui surveillent ça parce qu'il y a quand même pas mal de fraude.
et où tu deviens mormon apparemment, de ce que disait la pistolerie. C'est plus facile de trouver une mormone et de se marier et d'obtenir la green card que par d'autres moyens en fait. Donc moi j'arrive pas à obtenir la green card et du coup je me retrouve le bec dans l'eau et je me fais dégager bien proprement, tu vois. Elle te largue. C'est ça. Ok. Mais Et vous êtes donc- en Australie ou vous êtes arrivé aux États-Unis? Là à ce moment-là je suis aux États-Unis. Ah, ouais. donc t'es parti quand même. Entre-temps j'avais voyagé un peu en Asie et puis aussi en Nouvelle-Zélande. Rien de professionnel. Rien de professionnel, je dépensais l'argent gagné en Australie en fait. Et du coup je rentre en France, j'ai rien. Je peux pas retourner à l'école parce que les années australiennes d'école en fait elles sont à cheval sur une année scolaire française. Ça commence en janvier et ça finit en gros en décembre. Non, non, quelle année? On est en 2011. Ok. 2011. Donc du coup, je fais ce que j'avais fait avant de partir en Australie où j'avais un battement de 6 mois en sortant de l'IUT. Je fais de l'intérim. Donc je fais plein de petits boulots d'intérim, tu vois, de la découpe de béton, je vais bosser à l'usine. Je me retrouve dans le truc le pire qu'un homme peut faire, je pense. Et là, franchement, respect à ceux qui font ça tous les jours. C'est les mecs qui pompent les fosses septiques. Tu vois, les camions qui viennent avec les machins et tout. C'est horrible. Ça doit pas être agréable. C'est horrible. L'odeur s'imprègne en fait dans tes narines et le soir, t'es chez toi, tu manges, t'as l'impression de bouffer de la merde, tu vois. L'enfer. Donc je fais ça, je fais pas mal de petits trucs, petites missions d'intérim, en attendant en fait de reprendre mes études. Parce que je me dis, Ok. je suis arrivé sur un bachelor, je vais poursuivre sur un master, tu vois, histoire de finir. Mm. Et donc du coup, en parallèle de mon taf, je révise tout ce qu'on appelle les concours pour entrer en école de commerce. Donc je révise beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Et du coup, quand l'année suivante attaque les concours pour entrer en école, je me fais tous les concours, tu vois. Ouais. Donc il y a 2 parcours principaux. Je fais les concours et je suis pris dans pas mal d'écoles, tu vois. Donc j'ai le choix, en fait. Ouais, et tu vas dans quoi? Moi, je choisis Rennes en Bretagne parce que du coup, la ville, je l'avais trouvée vachement cool. Et surtout, c'est à l'opposé de là où j'habite, tu vois. Donc ça me fait un peu cette nostalgie du voyage, tu vois. Ça me fait Tu traverses la France, quoi. aller à un endroit où j'ai pas eu l'occasion d'aller, où j'ai pas vécu, tu vois. Et là-bas, t'as encore une alternance ou c'est du cours pur? C'est du cours pur. Ok. Ça te plaît? Pas du tout. Ah. Pas du tout, parce qu'en fait, j'ai l'impression de me faire racketter, parce que ça coûte très cher. Et je n'apprends pas grand-chose que je ne connais pas, en fait. Et les cours sont très durs, en fait, et très théoriques. Et je trouve qu'on n'apprend pas tout ce que j'ai pu apprendre en marketing, ou tout ce que j'ai pu apprendre auparavant, en fait, m'aurait amplement suffi, je pense. Ouais. Donc, pas forcément intéressant. S'ouvre à moi l'opportunité de repartir à l'étranger pour dans le cadre d'un échange, tu vois. Donc je pars en République tchèque, forcément, puisque c'est un pays rempli d'armes à feu. Donc là, tu reviens à tes amours de jeunesse. C'est ça. Mais le fil rouge, c'est toujours, je suis tireur sportif, je vais toujours au stand de tir, je m'intéresse beaucoup aux armes à feu, tu vois. C'est aussi lié à l'adolescence, tu vois, où je regardais énormément de films et je jouais pas mal aux jeux vidéo, tu vois. Notamment Counter-Strike, d'où les Arctic Warfare. C'est vrai, c'est beau. Donc du coup, beaucoup de choses de la culture populaire me ramènent régulièrement vers les armes à feu, tu vois. Et donc du coup, je rentre de République tchèque après avoir passé 6 mois là-bas. Et en fait, là, ça vient la partie où il faut taffer, tu vois. Donc je travaille pour une personne dans le monde du médical. Ah, on arrive à l'anecdote. C'est ça. Et en fait, je me lève le matin et je sais pas pourquoi. C'est pas un truc qui te plaît? Je suis sous les ordres d'une personne que j'apprécie pas plus que ça, tu vois. Je suis pas hyper bien payé et je fais des trucs qui me plaisent pas, tu vois. J'ai une anecdote d'ailleurs qui va me faire shifter totalement de direction. J'aime bien cette anecdote parce que c'est un vrai tournant. En fait, alors je dirais pas ce qu'on vendait, hein. On vendait des produits très chers par rapport à ce que ça vaut. Ok. Ce qui, je pense, était ce qui me posait vraiment un problème d'éthique parce que moi je déteste faire ça, tu vois, vendre des trucs qui ne valent pas, ça m'intéresse pas de faire ça, quoi. Et du coup, on vend des produits, notamment à un laboratoire, tu vois, où il y a un professeur qui est reconnu, qui publie des machins et tout, un mec qui est considéré comme une pointure dans son domaine. Donc on lui livre le fameux produit payé par l'État, en fait, hein, Oui. extrêmement cher. Et le gars, il est refait, tu vois. Il trouve que le produit est super. Moi, au fond de moi, je sais que le machin, on lui a vendu une fortune et que ça vaut pas du tout ce prix-là et que c'est tout bidon, en fait. T'es pas vraiment content au final.
Et donc du coup, ils installent le produit dans leur laboratoire. Et je suis avec mon boss de l'époque, tu vois. On est derrière une vitre, en fait, où on voit derrière, il y a des laborantins qui sont là sur des microscopes, qui font des trucs de mecs de laboratoire, tu vois. Et on est derrière, il y a le mec, il est comme ça, il sourit, il fait « Ouais, tout, super, machin, le produit, tu vois. » Et mon boss, il est en train de regarder, il le regarde, et en même temps, il me fait « Regarde-moi ce con. Regarde-le comme il est content, tu vois. » Et là, je me dis « Mais en fait... Là, c'est le tournant. je bosse pour un... En fait, je bosse dans un truc où c'est malhonnête à fond, tu vois. En plus, le mec, on se fout de sa gueule. Et là, c'est le tournant, tu vois. Je me dis, je peux plus me lever le matin pour faire ça, tu vois. Donc, je me pose et je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais bosser pour d'autres personnes? Est-ce que je change complètement de trajectoire et je fais un truc qui me plaît? Etc., etc., tu vois. Et donc, entre-temps, je me retrouve à faire des entretiens d'embauche, notamment... Enfin, je fais un entretien d'embauche, notamment, qui est assez déterminant aussi. En fait, j'ai la DRH qui m'appelle. Elle me dit « Ouais, on a retenu votre CV. Première question, c'est quelles sont vos prétentions salariales ?» Ok. Et moi, je sais qu'à l'école, on nous avait matraqué. Un mec qui sort de l'école, c'est 36 000 annuels. Ouais. Donc, je dis bah, moi, je veux 36 000 annuels. Ok, d'accord, pas de problème. Bon, ben, on vous donne rendez-vous tel jour, à telle heure, pour un entretien. Vous venez et puis on fera l'entretien. Ok. Ça passe, je sais pas, 1 heure ou 2, tu vois. Hop, téléphone qui sonne. Je décroche. C'est la DRH. Oui, on vient de regarder en fait et vis-à-vis du salaire, ça va pas le faire. Je dis ah bon, c'est-à-dire? Elle dit ah non, nous ce sera plutôt 32. Ok. Je me dis putain, je me fais niquer 4000 balles sur l'année, ouais. sur un appel téléphonique, tu vois. Je trouve ça très malhonnête, tu vois. Moi, je pourrais pas faire ça, quoi. Je me dis, ouais, bon, ok, d'accord. Elle me dit, vous venez toujours? Oui, oui, je viendrai. Je vais à l'entretien. Il s'avère que pendant l'entretien, elle m'explique que ça va être un CDD de 6 mois et qu'en fait, ce sera pas 32, mais ce sera plutôt 27. Ouais, donc c'est plus du tout ce qui était prévu à la base. C'est ça. Là, t'as perdu 9000 par rapport à ce que t'as au début. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme quand tu vends sur le bon coin, tu vends un truc 100 balles et t'as des mecs qui viennent, ils te font, ouais, c'est 20. Ouais, franchement, c'est 20, tu vois, et tu me le livres. Donc au final, là, je me dis, en fait, tout ça, c'est pas pour moi, quoi. Bosser pour des gens comme ça, me faire baiser la gueule, ça m'intéresse pas, quoi. Donc du coup, c'est là où je réfléchis à qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire, tu vois. Et du coup, durant tout le fil rouge qui m'a suivi durant toutes ces années... Ta passion à côté du boulot? C'est les armes à feu. Je m'intéresse dès que je regarde des films, parce que je suis un très gros consommateur de films à l'époque, vu que je suis étudiant, je fous rien, tu vois, en gros, puisque tu vas en cours et le soir, tu fais 2 heures de taf encore si t'as envie sur tes devoirs, et après, nous, il n'y a pas Netflix encore à cette époque, hein. Donc tu télécharges des films sur des boards de Juarez, et puis... Tu télécharges quel genre de film? Des gros films de cul. Des classiques, en vrai. Des classiques films de cul. Des trucs où il y a des mecs qui réparent des machines à laver, tu vois. Et non, plus sérieusement, je me fais vraiment des classiques, tu vois, du style Reservoir Dog, tous les trucs de Tarantino, les Guy Ritchie avec Snatch, etc. Et je retrouve des machins de mon enfance ou de ma préadolescence aussi, que j'ai regardé beaucoup, tu vois. Le film Snatch, c'est un film qui est aussi un film très marquant pour moi, avec une scène où il y a le mec qui est dans un pub, il y a des mecs qui viennent le braquer, et il sort un Desert Eagle, il le pose sur la table. Mythique. Il fait tout un monologue en expliquant au mec en quoi c'est des pauvres cons de braquer, et en quoi lui, sur son flingue, c'est un marqué Desert .50. Eagle, .50. Et ça se filme, la première fois que je le vois, je suis enfant. Je me souviens, c'était dans un match, on allait à un match de hockey, et il y avait des grands qui l'avaient enregistré à la télé sur Canal, tu vois, et qui le passaient dans le bus. Et je m'étais dit, quand j'étais gamin, j'aurais un Desert Eagle .50. Un nouvel objectif de vie. J'en ai un. Normal, tu vois. C'est beau, la réussite. C'était l'objectif. Il y en a pour qui c'est avoir des buildings à leur nom, tu vois. Moi, c'était avoir un Desert Eagle. Et donc, ouais, je regarde plein de films. Et ce qui m'intéresse dans les films, surtout, c'est les films où il y a des flingues, tu vois. Donc, pareil, il y a Hit, toutes sortes de choses comme ça. Et je regarde beaucoup aussi les films français. Parce que dans les films français, je trouve qu'il y a toute cette période des années 2000-2010 où les réalisateurs de films, ils sont vachement bien conseillés par des armuriers techniques, tu vois. Donc c'est plutôt réaliste. Je trouve que les mecs qui les conseillent pour dans le choix des armes, ils sont très très bons, tu vois. C'est vraiment des passionnés. Tu peux retrouver des trucs comme des Beretta R93,
toutes sortes des FNC, vraiment des armes très mythiques qu'on voit déjà dans le cinéma américain. On le voit vraiment dans ces films-là des années 2000, tu vois. Ouais. Un film que je peux citer comme ça, c'est le film Truand, avec Benoît Magimel et puis Olivier Lemarchal. C'est un film sur la pègre parisienne, il n'est pas très connu, tu vois. Ça me parle pas. Mais pour un passionné d'armes à feu, la qualité des armes employées dans le cadre de ce film est vraiment bonne. Ça fait réel. Ouais, d'ailleurs, je pense que l'armurier en question qui prête les armes pour ce film-là, on peut le distinguer dans certains autres films. Il doit bien aimer le Beretta R93 parce qu'il le fout partout. Il le fout partout, ouais. Tu fais un film français, il y a des armes. Ouais, tiens, Beretta R93, prends ça, c'est bien, tu vois. Si un jour vous voyez des films avec plein de FRF2, c'est que Jordan est sur le Je suis pas sûr, mais c'est une possibilité. Et du coup, beaucoup de films et pas mal de jeux vidéo, tu vois. Il y a toute cette période Call of Duty, Medal of Honor, etc. Là, on est en quoi, 2000 Voilà ce que je te parle, hein, c'est vraiment le fil rouge de ce que je vis pendant mes années d'étudiant, tu vois. Ouais, mais la fin de ce que tu vendais là avec le tournant. Ouais, on est parti vraiment, on est reparti dans le passé, effectivement, ouais. Et du coup, en fait, le tournant, c'est quelle année du coup le tournant? C'est 2000, ouais, c'est après 2016. Ok. Après 2016, ouais. Donc avec tout ce que t'as vécu là, t'arrives en 2016, il se passe l'anecdote que t'as racontée. Je repense à tout ça et je me dis en fait, moi, je suis un mec qui est bon pour les armes, tu vois. Et en plus, comme on nous disait à l'école, ce qui fait le monde professionnel, c'est le réseau, tu vois. Oui. Et du coup, j'ai un très bon réseau, puisque je baigne dans le monde des armes à feu et je suis un passionné d'armes à feu, tu vois. Même en tant que perso, ouais, sans parler du pro, ouais. C'est ça. Donc du coup, je me dis, il faut que je devienne armurier. Et ça part. Et c'est là où ça commence, en fait. Je me renseigne pour devenir armurier. Donc je fais la formation, le fameux CQP. T'as de CQP armurier, toi? Voilà. En fait, armurier, il y a deux façons pour le devenir, pour ceux qui ne savent pas. Soit vous faites une école d'armurerie comme Liège ou comme Saint-Étienne, ou je crois qu'en Autriche aussi, il y en a. C'est long? C'est un cursus qui prend plusieurs années, ouais. Ok. C'est un cursus qui prend plusieurs années. Je pense malheureusement que ces écoles s'attardent sur des parties de l'armurerie qui malheureusement sont vouées à disparaître. Ils font beaucoup de rebasculage, ils travaillent beaucoup sur des armes de type calibre 12, tu sais. La mécanique ancienne d'armes fines. Voilà, avec ils passent au noir de fumée certaines pièces pour voir lesquelles sont en contact, etc., pour faire des ajustages. Chose que malheureusement, dans le monde de l'armurerie aujourd'hui, on ne voit pas, tu vois. Donc, où on ne voit on voit plus. En fait, les calibres 12, majoritairement, c'est du calibre 12 en provenance de Turquie, hein. Oui. On n'a plus de grands consommateurs d'armes fines dans ces calibres 12-là, tu vois. Donc, je trouve qu'ils s'attardent là-dessus. Et moi, j'y pense à un moment donné à faire une école d'armurerie, mais je me dis, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, en fait? Parce que ça m'intéresse pas du tout. Le calibre 12, par exemple, cette partie-là de l'armurerie, c'est pas un truc qui me fait rêver. Pas, ouais. Moi, ce qui me fait rêver, c'est les armes que j'ai vues dans les films d'action quand j'étais gamin, tu vois. Donc, deuxième option, le CQP. C'est plus court. Qui est beaucoup plus court. C'est une formation accélérée, en fait, pour apprendre la partie législative et la vente d'armes. Tu n'es pas un armurier. T'as vraiment pas de formation technique dans le CQP? On t'apprend pas quoi que ce soit? Formation technique. Okay. Pour vraiment les mecs qui découvrent, ils t'apprennent à, justement à enlever le canon d'un 12, démonter une arme de poing, enlever la culasse, que de la sécurité et pas de la technique à démontage par sommaire, tu vois, le truc que toute personne doit savoir faire. Ce qui n'est pas le cas de tous les amateurs d'armes, malheureusement. Des fois, ils ont des armes, ils ne savent pas les démonter, mais c'est un autre sujet. Donc tu passes ton CQP? Voilà, ils t'apprennent les bases, avec toute la partie législative. Et le plus important au final. Le plus important, ouais. Il y a des choses à faire et à ne pas faire. On pourra en reparler de l'imaginaire des gens vis-à-vis de l'armurier, mais voilà. Donc on t'apprend ça. Après, tu fais un dossier avec un projet. Tu le présentes devant un jury. Et si t'es pas un Mongolien, ça se passe bien. C'est pas très difficile comme diplôme? C'est pas très difficile. Ok. Enfin, c'est difficile pour un non-passionné. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent au CQP, qui sont soit des gens qui travaillent chez Decathlon, parce que dans certains magasins Decathlon... Il fallait un mec qui avait ça. Ils ont une obligation d'avoir une personne titulaire d'un agrément d'armurier. Pour la vente de munitions, tout ça. Pour la vente de munitions, voilà. Et si un mec qui a l'agrément d'armurier se barre du magasin, il change de métier, ils n'ont plus de personnes ayant l'agrément d'armurier. Donc il faut renvoyer des mecs en formation. Donc pour un gars comme ça peut être dur parce que c'est peut-être pas sa passion. Il connaît rien et ça le saoule en fait. Donc peut-être qu'il est passionné de chasse,
Mais la partie législative, il la connaît pas parce qu'il s'en fout, tu vois. Il la connaît sur la partie chasse, mais pas le reste, tu vois. Donc pour des gars comme ça peut être très complexe. Il y a des gens aussi qui ont des changements de trajectoire professionnelle et qui se disent vas-y, je suis cadre à Paris, à la Défense. J'en ai marre. J'aime bien faire du tir, vas-y, je fais une armurerie, tu vois. Bon, là aussi, c'est pareil, c'est dur, tu vois. Qui connaissent rien, ouais, je vois ce que je veux dire, ça me fait un peu penser. J'ai un peu l'image de quand j'ai passé le permis de chasse. Ouais, T'as des mecs qui traînent avec des chasseurs depuis longtemps et tout. c'est ça. En fait, toute la partie, si tu t'as déjà un peu tiré, toute la partie sécurité et tout, ça paraît d'une évidence bête. C'est ça. Et en fait, t'as des mecs qui ont jamais touché une arme C'est dur. et c'est pas si évident. C'est ça. Donc je vois ce que tu veux dire, ouais. Donc, pour ce type de profil, le CQP est assez complexe. Pour moi, qui baigne dedans depuis des années, bah, la législation, je la connais, puisque j'achète des armes, des fois ça me plaît pas, je la revends. Ouais, donc t'es rodé. Donc je sais ce qui est faisable et pas faisable. Donc j'arrive avec, on va dire, 90% du bagage nécessaire, et en fait, c'est une balade de santé, tu vois. Tu le passes facilement. Je le passe facilement, je l'obtiens, je pense, assez facilement, tu vois, j'ai de très bonnes notes. Donc là, tu sors avec ton truc et là, faut lancer quelque chose. Et là, tu sors avec le papier. Bon, en amont, quand même, j'avais essayé de faire un business plan, en fait, pour voir si économiquement c'était viable. C'était quoi l'idée? Bah, c'était monter une armurerie, hein, tout simplement. Mais général, sans. Plutôt orienté tir. Sachant que à ce moment-là, je suis dans la période déjà TLD, tu vois. Ouais. Parce que avant, de mes 18 ans jusqu'à mes, je sais pas, ouais, même avant 18 ans, quand j'étais ado, j'étais très orienté fusil d'assaut, tu vois. Ok. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les fusils d'assaut que je voyais dans les films. C'est vrai qu'aujourd'hui, t'es très TLD, mais au final, à la base, c'est pas ta première Pas du passion, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est vraiment le fusil d'assaut, tu vois. Donc du coup, enfin, du moins les armes qu'on voit dans les jeux vidéo et dans les films, tu vois. Donc principalement des fusils d'assaut, tu vois. Et je me souviens, au début de mon adolescence, d'ailleurs, j'emmerdais beaucoup mon père pour qu'il achète une AK, tu vois. Je lui disais, ouais, faut que tu prennes une AK en première catégorie, parce qu'à l'époque, c'était la première catégorie. Ouais, faut que t'en achètes une. Et là, mon père me dit un truc qu'il aurait jamais venu me dire. Ouais, je crois qu'à l'époque, c'était en vente libre au supermarché, ça. Ce qui est vrai, hein, jusqu'en 95. Ouais, on en parlera peut-être un peu après, mais la législation Et là, alors là, c'était fini, tu vois. Je faisais que parler de ça. Ouais, faut acheter une AK. Pour mon anniversaire, je veux une AK. Mais bon, j'étais ado, donc j'avais pas le droit d'en avoir une. L'enfant. Je veux une AK pour mon anniversaire. Et du coup, ouais, quand j'ai eu 18 ans, alors je crois que c'était 18 ans, t'avais pas le droit encore de faire des demandes de première catégorie, il fallait avoir 21 ans, je crois. Ok. Et donc en gros, du moins je me souviens plus exactement, mais du moment où j'ai eu le droit d'en avoir une, c'est la première chose que j'ai achetée. C'est une de tes armes préférées encore actuellement? Ça fait partie de mes armes préférées, ouais. Donc j'achète une AK, et après je découvre par l'intermédiaire d'amis du stand de tir, qui sont devenus des bons collègues, tu vois, le TLD. Donc je m'intéresse de plus en plus au TLD. Donc, quand je deviens armurier, en fait, je sais déjà que je vais faire quelque chose plutôt orienté catégorie C avec des armes de précision, tu vois. Sachant qu'il faut quand même remettre dans le contexte, aujourd'hui le TLD c'est assez courant dans le tir, avec tout ce qu'il y a sur internet et tout ce qui a été mis en avant. Mais il faut bien se rendre compte qu'il y a 10 ans, le TLD dans le milieu du tir, c'est une niche fermée, quoi. Voilà, c'est un truc de connaisseur. Et en matière d'armurerie, je crois qu'il y a un seul unique mec sur le marché, tu vois. Il n'y a qu'un mec. Si tu veux faire du TLD, c'est connu que c'est ce mec-là qu'il faut aller voir, tu vois. Pour citer la marque dont tous les Français aiment parler, PGM. PGM, à l'époque, je me rappelle de quand je m'intéressais au TLD, c'était un site internet où il y avait même pas, je crois qu'on voyait même pas des photos de l'arme, tu vois. C'était un truc très archaïque, quoi. Ouais. Et genre. Il y a tellement peu de clientèle. Non, mais je pense qu'ils devaient déjà vendre des armes comme ça aux particuliers en 5e catégorie, du coup, je pense, c'était à l'époque. Mais ouais, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de spécificité. Et genre, c'était un peu, tu te disais, le mec, il fabrique les armes pour des forces spéciales. Mythe et légende, ouais. Mais il t'en vendra jamais une. Et du coup, en fait, par la suite, en traînant sur des forums, etc., tu te rends compte que si, il y avait déjà ça qui était vendu et plein de mecs en achetaient, tu vois. Mais c'était très confidentiel. Donc, je reviens au fait du business plan. J'essaie de faire un business plan, donc je contacte des importateurs, ce genre de choses, tu vois, pour voir comment c'est viable économiquement. Sauf que, quand t'es pas armurier, les mecs, ils veulent pas entendre parler de toi. Ouais. Ils te disent, déjà, vous êtes qui? Où est située votre boutique? Et on va vous envoyer un commercial et on va voir ça. Alors, tu dis, bah non, mais là, je suis en projet, je fais un business plan. Ah, mais nous, si vous n'êtes pas armurier... On veut pas entendre parler. Je discute pas avec vous, quoi. Ok. Et tous, sans exception. Donc, très difficile, tu vois. Et pareil, je ne connais pas les spécificités bancaires et je ne connais pas encore les spécificités en matière d'assurance, tu vois.
dont on va parler après. C'était un long problème. Donc je fais le CQP, je suis armurier, donc je fais ma demande d'agrément d'armurier auprès de la préfecture. Je le reçois au bout de quelques mois. Ensuite, du coup... Non, d'abord je crée la société. Je crée ma société d'abord. Voilà. Non. Putain, je suis vieux, je me souviens même pas de ce que j'y raconte. Tu vois. Et le fils que nous regarde, c'est carré quand même. Voilà, non. non, je demande l'agrément d'armurier. Et en parallèle, je crée la société. Parce que pour être titulaire ensuite, en fait, l'agrément d'armurier te permet de faire une demande d'autorisation de fabrication et de commerce d'armes. C'est dans ce ordre-là qu'il faut le faire, ouais. À ta société. Et à un lieu précis. Donc le lieu précis, c'est chez moi, parce que j'ai pas de sous. Du moins, j'ai pas de quoi me prendre un local énorme, etc. Donc c'est chez moi. Et je crée la société et je demande l'autorisation de commerce et de fabrication sur la société, tu vois. Je l'obtiens après un parcours du combattant assez important, parce que ils mettent un certain temps à me le donner. Ça traîne, hein. Ça dure des mois et des mois. Tu serais pas en train de dire que l'administration française, c'est pas rapide quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de vérifications qui sont faites, hein, pour pas le donner à n'importe qui. Ouais, ils évitent... Ouais. Donc ça traîne. J'arrête pas de demander. Ils me disent, ouais, c'est à l'étude. Puis je me dis, c'est bizarre. Il doit y avoir un truc, quoi. Je suis fini en prison. Et au moment où je m'y attends le moins, je reçois un courrier et C'est bon. J'ai l'autorisation. Donc, une fois que j'ai tout ça en main, je découvre toute la spécificité liée au monde de l'armurerie, tu vois. Donc, les banques, pour commencer, quand tu es armurier, ils veulent pas de toi. Tu fais partie du listing des professions à risque. Au même titre qu'un mec qui a un sex shop, qui vend des godemichets. T'es parmi les patrons de boîtes de nuit, tu vois, t'es une profession, c'est considéré comme une profession à risque. Ok. Et d'un point de vue éthique, les sièges de ces banques, ils veulent pas de toi. Ils se mouillent pas, ouais. C'est embêtant. C'est pour ça que vous voyez si peu d'armuriers qui font aussi des paiements en plusieurs fois, des choses comme ça. Ça, c'est très dur. Je suis confronté actuellement, ouais. Parce que les banquiers veulent pas s'engager. C'est ça. Et ils ont besoin d'un maximum de garanties que parfois ils ne trouvent pas facilement, tu vois. Ils fouillent dans les papiers sur société.com, etc. Et ce, même après plusieurs années d'ailleurs. Ouais. Ce qui est assez dingue parce qu'ils pourraient te faire confiance au bout de 10 ans, quoi. Mais... Ah bah là, l'exemple concret, c'est j'avais essayé de changer de banque pour pouvoir acheter du dollar, vu que j'achète beaucoup aux États-Unis. Acheter du dollar dans des périodes où le dollar est intéressant, pour quand j'achète en dollars, en fait, avoir un taux de change optimisé. Ouais. Parce que j'ai une perte de change annuelle qui est en milliers d'euros. Hein. Je perds des milliers d'euros chaque année entre le moment où les factures me sont faites et le moment où je paye. Les taux de change varient. C'est vraiment de l'argent perdu net. Je perds vraiment beaucoup d'argent sur le taux de change. Donc je m'étais dit, je vais ouvrir dans une banque où je peux acheter du dollar. Parce que la banque où je suis actuellement, ils ne proposent pas ça. Et je pourrais acheter du dollar, tu vois. Et sauf qu'après entretien avec la conseillère de la banque que j'avais visée, ah, vous êtes armurier? Ah, mais c'est pas possible, monsieur. Là, il faut que je me renseigne. Jamais eu d'appel de sa part. Au bout de 2 semaines, je l'appelle. Elle me dit, ah non, mais je vous ai pas rappelé parce que c'est mort, quoi. Ouais, donc très compliqué d'un point de vue bancaire. Très compliqué d'un point de vue point de vue d'assurance aussi. Point de vue d'assurance, à ma connaissance, dans les gens que je connais qui sont des assureurs, il y en a qu'un qui assure des armureries, tu vois. Toutes les compagnies fuient dès qu'ils entendent parler d'armurier, tu vois. Pour des vraies raisons où ça serait embêtant pour eux ou pour un peu l'imaginaire collectif des armes Je pense qu'il y a un peu de tout, hein. Il y a quand même pas mal d'armuriers qui se font braquer. Ah, il y a ça aussi, ouais. Avec des valeurs en monétaire qui sont très importantes. Et puis il y a un imaginaire aussi. Un imaginaire où les armes et tout ça. Et peut-être... tueur en série, oui. Pas tueur en série, mais peut-être il va s'adonner à du trafic, des choses comme ça. Je pense qu'il y a un imaginaire là derrière qui est lié à la culture populaire. Les gens dans les films qui ont des armes, c'est soit la police, soit des gros criminels, tu vois. Oui, c'est pas un agriculteur qui tire dans ses champs, tu vois, généralement. Donc plutôt mal vu. Donc ça, c'est très difficile aussi à obtenir. Une fois que j'ai tout ça, en fait, après, je découvre la partie économique et ce qui va me faire vivre, tu vois. Donc l'achat de produits et la revente de produits, tu vois. Donc là, tu as des commerciaux qui passent, ils te donnent les catalogues, tu regardes les prix, et tu dis, ah putain, ah ouais, je vais pouvoir faire des bons prix, hein. Parce que là, le prix public conseillé, il est vachement bas. Par rapport à ce que, normalement, d'habitude... Ouais, tu le vois. Tu vois, tu vois. Et le mec, il te fait, non, mais là, c'est ton prix d'achat. Ah, tu vas sur Internet, tu regardes, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ce qui pourrait être une belle réduction de 10 ou 15%, en fait, ça, c'est ta marge, tu vois. Ouais, donc tu comprends que ça va pas être la folie. Pour certains, c'est énorme, tu vois, quand on parle de ce type de marge. Mais c'est très faible, en vérité, tu vois. Une fois que tu as payé des impôts et tout, il reste plus rien. Hein. Donc tu dis, mais là, si j'achète à ce prix-là et que je m'aligne sur le prix du mec que je viens de trouver sur Internet sur la première page, comment je fais pour me sortir un salaire?
Ça, Il démerde. fallait faire un business plan, monsieur. Ouais, mais quand on vous appelle, vous nous dites pas les prix. Donc très dur. Mais j'ai dans ma botte un petit plan B, c'est que lorsque j'étais plus jeune, mon grand-père en fait m'a appris à faire de l'usinage. On va arriver aux raisons de All Arm. Voilà. Et donc du coup, mon grand-père, qui était tourneur de métier, qui ensuite est devenu garagiste, a pris le temps de m'apprendre à utiliser un tour. Donc j'ai appris à usiner très rapidement sur des très vieilles machines, tu vois, des trucs où tu peux te faire arracher un bras, comme dans les vidéos que tu vois des fois passer sur YouTube. Avec les normes de sécurité des années 50, quoi. Ouais, des machines presque du XXe siècle, tu vois, Ouais. des trucs qui sont plutôt en adéquation avec les choses d'aujourd'hui. Avec la courroie qui fait clac, 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 clac. Exactement, j'apprends là-dessus, tu vois. Et donc du coup, il a pris le temps de m'apprendre et il m'avait dit, en gros, si tu as tous tes droits dans plusieurs années, bah, c'est que t'es bon, tu vois. Oh, putain, c'est Généralement, les horrible. mecs, ils se mettaient des doigts Ouais. dans le mandrin, tu vois. Tu te font attraper un bras, une manche, c'est vite arrivé, tu vois. Donc, j'ai cette compétence en matière d'usinage. Donc, je commence à acheter de la machine, en fait. Je fais tous les marchands de machines de la région et j'achète des tours, j'achète de la fraiseuse. À un point où ça devient obsessionnel, je me retrouve à l'atelier avec 7 ou 8 tours, Alors que t'es tout seul. 2 fraiseuses, alors que je suis tout seul. Et moi, dans ma tête, je me dis un tour, une opération. Ah, tu veux rien dérégler, en fait. Voilà. Ok. Je me suis dit, ouais, comme ça, c'est tranquille, tu vois. Bon, Fred, t'es toujours emmerdé. Il y en a un, il est sur hydraulique, il pisse l'huile. L'autre, le mandrin, c'est pas un 4 morts, tu peux pas t'en servir pour faire des usinages précis. L'autre, il a un système de porte-outils à l'anglaise qui est dépassé et dont tu trouves plus de pièces. L'autre, il a une visualisation, mais le système de positionnement de la règle qui fait la position sur l'écran, bah, elle est foirée. Donc, tu revends. Ouais, je me débarrasse, on va dire, Ok. plutôt. Sauf un tour qui est vraiment bien, qui du coup part chez un passionné. C'était un Cazeneuve, où il y a des passionnés qui aiment bien ces tours-là, tu vois. Et t'en gardes qu'un Et j'en garde qu'un, celui qui me plaît le plus, ouais. que t'as encore. Que j'ai encore aujourd'hui. Ok. Ouais. Celui sur lequel on voit tes vidéos sur Insta. C'est ça, Le vert. c'est ça, avec la petite visu allemande qui va bien et tout, tu vois. Et on est dans une période législative où moi je sens que ça va changer au niveau des modérateurs de son. Parce que Sans venir. il y a des rumeurs en fait comme quoi ça va être autorisé à la chasse. Donc à cette époque c'est très légiféré. Hein, On est en quelle année là 2018 2019 Ouais, vers 2018 je crois. Ok. Et on a cette législation qui va potentiellement changer en fait et qui m'intéresse déjà depuis quelques temps. Et je me dis en fait il y a pas de, enfin si il y a un fabricant français mais il y a pas de mecs qui font des choses techniques, tu vois, comme aux États-Unis on peut voir. Donc je décide en fait de produire des modérateurs de son en titane qui sont dans du titane grade 5, donc la qualité de titane la plus intéressante pour ce type de produit. Vous en verrez bientôt sur une belle levée de sous-garde. J'en ferai un quand je ferai le temps, ouais. Et qui sont démontables avec un système de chicane aussi à l'intérieur qui est en titane. Tu vois. Ça existe déjà en France? Non. C'est unique en France du coup. En titane, à cette période-là, en France, il y a peut-être des mecs qui en ont fait, tu vois, mais c'est pas connu. personne en fait de manière officielle, tu Ok. vois. Ou du moins, j'en ai pas vu. Et donc tu te lances avec ça au final, les silencieux. Je La me, maison. je me lance à faire des silencieux, tu vois. Et donc du coup, je produis ça dans mon petit atelier tranquillement, tu vois. Et je cherche un nom commercial. C'est très intéressant les noms des entreprises. Et du coup, le nom commercial, je cherche. Et déjà, je veux un nom à l'américaine, tu vois. Parce que je traîne beaucoup trop sur les forums américains. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, à cette époque, ils peuvent fabriquer leurs propres silencieux, tu vois. Et donc, il y a des mecs dont le hobby, c'est de se fabriquer des silencieux pour leurs armes. Et ils échangent sur un forum qui s'appelle Silencer Talk, où il y a même des fabricants européens, finlandais, etc., qui sont dans leur temps libre en train de raconter ce qu'ils font leur taf, tu vois. Et donc, du coup, à force de voir marquer tout le temps suppressor, je me dis, moi, il y aura suppressor dans le nom, tu vois. Oh, on a failli finir avec un nom à la Batman Suppressor, un truc comme ça quoi. C'est ça. Et justement, je me dis, il me faut un truc avec un animal, tu vois, qui serait un animal plutôt silencieux, etc., tu vois. Et du coup, je pense au hibou, tu vois. Donc, Hall, en anglais. Ouais, c'est le hibou. Donc, du coup, la marque de silencieux, c'est Hall Suppressors. Il y a des silencieux avec ça marqué dessus? Ouais, j'en ai. T'en as encore? J'en ai encore. C'est des reliques. C'est des reliques.
Faut les mettre dans un musée. Donc je produis ça au départ, j'en vends un peu, et vu qu'il y a la législation qui change, donc je crois que d'ailleurs qu'au tout début, on les déclarait même, les silencieux. Je me souviens, on va renvoyer des certificats de déclaration pour des silencieux, Ok. tu vois. Ça passe en vente semi-libre, c'est-à-dire que si la personne est chasseuse ou tireur ou balle-trappe, ce qui paraît- S'ils ont le fusil adéquat, ça part. et qu'ils ont l'arme en rapport, ils peuvent l'acheter, c'est semi-libre. Ouais. Il y a une présentation de papier, mais on déclare plus. Donc tous les chasseurs commencent à s'y intéresser. Et du coup, à l'atelier, je vois défiler, on m'envoie en fait par la poste des canons de blazer, des Moser, toutes sortes de flingues. Et je vois défiler du pétard toute la semaine. Et je fais du filetage de canons. Et je vends des silencieux. Ça marche bien, t'as du client? J'ai beaucoup de clients. T'as plus de clients que de temps? J'ai plus de clients que de temps, Ok, déjà. donc c'est bon signe. Parce que, une fois de plus, dans le monde de l'armurerie, il y a des mecs qui sont en reconversion professionnelle et qui ont du coup aucune compétence en matière d'usinage, on va dire, pour certains. Et les armureries traditionnelles sont un peu en perdition. La génération change. Les nouveaux sont plus orientés vente que atelier. Donc, aussi, monter des lunettes, tu vois, mais si tu dis, faut... Ça demande quand même des compétences très précises parce que la moindre erreur peut avoir quand même des conséquences graves. Bah, ça te coûte de l'argent, surtout. Si tu foires un canon, bah, le client, Si tu tu le le foires rappelles, et que tu le dis pas, ça tu peut être grave. pourris ta réputation. Oui. Donc moi, généralement, vu qu'il y a quand même une part d'erreur humaine qui est possible, ce que je faisais à cette époque-là, c'est que je proposais toujours des filetages au plus fort diamètre possible du canon. Par exemple, sur une Varmint, je proposais 18 par 100. Ce qui fait que si tu te rates, tu peux le Je refaire. peux faire 5,8-24. Donc ça m'est déjà... Tu finis avec un filetage tout petit parce que tu t'es raté 3 fois. Non, ça m'est pas arrivé, tu vois. Mais par exemple, si je foirais, ce qui devait m'arriver une fois par an, bah, j'appelais le mec et je disais, voilà, 18 par 100, ben... J'ai raté. Et soit l'outil a pété pendant le filetage et du coup ben c'est mort quoi. La plaquette elle laboure tout le reste, soit ben t'essaies de bricoler un truc mais c'est pas sérieux Ouais, quoi. ça va pas. Donc j'appelais les mecs et je leur disais bon bah j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise c'est que ce sera pas 18 par 100 mais 5,8-24 et la bonne c'est que c'est gratuit quoi. Ouais, donc tu le dis. Donc les mecs généralement étaient plutôt contents parce que voilà c'est gratuit quoi. Ouais. Et donc je faisais beaucoup de ça. Et en parallèle, je faisais de moins en moins de silencieux parce que plus le temps. Et surtout, beaucoup de marques arrivaient sur le marché français, tu vois. Donc, Ouais, des prix qui étaient peut-être aussi plus intéressants parce qu'ils en faisaient beaucoup. ouais, voilà, ou peut-être pas forcément plus intéressant parce que moi, je les vendais pas cher, mes silencieux. Mais d'ailleurs, je travaillais pour rien au final quand j'y pense. Surtout que dans Titan et tout, c'était quand même C'est pas ça. courant et. J'étais moins cher bien. qu'un silencieux en alu parfois, tu vois. Ouais, c'est scandaleux. Ouais, je travaillais beaucoup pour rien, je pense. Mais j'étais encore très passionné par ça, donc j'étais content, tu vois, de produire. Et au final, bon, je commence à vendre beaucoup d'autres marques, plus la mienne du tout. Et du coup, Old Suppressors devient OWL, tu vois. Sans arme pour l'instant. Si, avec arme à la fin. Avec ouais. arme à la fin, Ça donc devient- c'est définitif. Avec Voilà. le logo. C'est ça. Ça devient OWL arme. Et vu qu'en parallèle de tout ce que je raconte depuis tout à l'heure, je vendais aussi pas mal d'armes de TLD, puisque c'est ce qui m'intéresse, et ben, je me spécialise de plus en plus dans le TLD, tu vois. Donc l'atelier se constitue de plus en plus d'un stock, parce qu'au fur et à mesure que je gagne des sous en faisant des silencieux, enfin en faisant Du des stock pour la vente. filetages, je réinvestis 100% dans le stock. Donc là, t'es vraiment dans une démarche de je stocke de l'armement pour la vente et je fais quand même beaucoup d'ateliers. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, tu vas le faire jusqu'à il y a encore quelques mois. Ouais, je le fais encore même d'ailleurs, ça m'arrive encore, ouais. Tu réduis quand même l'usinage pas Je mal. réduis, ouais. Je réduis de plus en plus parce que il y a des choses rébarbatives que je prends aucun plaisir à faire et qui me dépriment plus qu'autre chose. Quand je passe une après-midi complète à faire de l'usinage, à la fin, je suis lobotomisé, quoi. Donc, j'essaie de faire de moins en moins cette partie-là, même si je la garde encore en tant que compétence complémentaire de l'armurerie parce que c'est ce qui fait que la renommée, entre guillemets, potentielle de ma société est bonne dans le sens où je ne suis pas qu'un simple vendeur aux yeux des gens, tu vois. T'as eu quand même des beaux customs faits par toi, qu'on finit sur pas mal de podiums, donc C'est ça. c'est stylé. Et ça, justement, l'histoire des customs arrive par la suite. Parce que vu que je fais beaucoup d'usinage, les mecs qui font du TD me disent « Mais pourquoi tu fais pas de canon ?» Bah, c'est long en termes de temps, et j'ai pas le temps. « Ouais, mais tu me fais mon canon, et puis tu le fais quand t'as le temps, tu vois. » Ah, tu t'as mis la doigt dans l'engrenage. Et là, je dis « Ouais, et je rencontre des personnes qui sont devenues des collègues depuis, qui s'arrêtent chez un autre ami à moi lors de leur passage pour aller acheter une arme.
Et ils me disent ouais, on n'a plus de gars qui nous fait des canons, et il faut à tout prix que tu nous en fasses. Tu vois. Apparemment, tu fais de l'usinage, fais-nous-en. Et moi, je dis mais non, j'ai pas le temps. Ah, juste tu m'en fais un et c'est bon, tu vois. Ok. Et là, en fait, on passe de un potentiel canon à faire Des par centaines tête depuis. à 100 par an, tu vois. Parce qu'après, le mec, il est content, donc il dit à ses copains, ouais, j'ai trouvé un mec, il fait des tubes, ça marche, etc. Donc t'en as un autre, il arrive avec son flingue, il dit, ouais, faut me faire le tube pour la mienne. Alors tu dis, ah ok, bon bah vas-y, je le fais. Et à la fin, tu regardes et tu dis, putain, mais j'ai un an de travail là. Pour ceux qui se demandent combien de temps ça prend quand tu reçois une carabine avec un canon qui est mort ou t'as un barreau brut prêt à faire, le moment où tout est fini, combien de temps ça te met? Tout peut t'arriver. Moi, je sais que j'essaie d'être très minutieux parce que le diable se cache dans les détails, tu vois. C'est vraiment, quand tu fais de l'usinage, tu peux aller très vite et faire en 2 heures un tube, par exemple. Mais tu auras des qualités de finition en termes d'usinage qui seront dégueulasses. Tu m'as déjà dit des petites techniques que tu faisais où ouais, ça te prend plus de temps, mais tu me disais, t'es sûr C'est de ça. pas te rater, quoi. Et il faut beaucoup jouer du comparateur, parce que le but, c'est que le canon, l'intérieur du canon, ça c'est le principe de base, l'intérieur du canon doit toujours être parfaitement concentrique lorsqu'il tourne, de manière à ce que l'usinage soit toujours parfaitement aligné avec le centre du canon, tu vois. Pas l'extérieur du canon, mais l'intérieur du canon. En termes de temps, t'es sur quoi? Et du coup, si tu es resté minutieux, t'as vite fait de passer 2 bonnes après-midi complètes Pour une carabine, pour un une recanonnage. carabine. Ah, donc c'est vraiment très long. Et ça, c'est si t'es un peu bon. Si t'es mauvais, enfin si t'es pas sûr de toi au début, tu peux y passer plusieurs après-midi de la semaine, tu vois. Donc du coup, c'est très très long et très chronophage. C'est pour ça qu'il y a quasiment plus personne qui fait ça, parce que c'est plus facile de vendre des lunettes de chez Vortex, par exemple, ou de chez Zeiss ou de chez Cales, peu importe, que de faire un tube. Parce Ça que demande moins de compétences déjà. ce que tu vas gagner sur la main-d'œuvre en passant 2 après-midi, tu peux la gagner en vendant des objets, en fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein, ils font plus le vrai métier d'armurier, comme pour ce que certains disent, tu vois. Et surtout en termes d'emploi du temps, parce qu'il faut se rappeler que t'as la vente à côté. C'est Donc c'est ça. pour ça que tu parles d'après-midi, parce que j'imagine que le matin tu fais ta paperasse et tes ventes, C'est ça. et l'après-midi tes usinages et tes journées elles sont remplies sans arrêt au final. Ouais, comme un agriculteur. Hein. Bah c'est différent, on fait pas grand chose nous. C'est le même emploi du temps qu'un agriculteur, parce que en fait, c'est ce qui me fait marrer. Des fois, je parle avec des gens qui me disent ouais, moi j'aimerais bien être armurier. Alors déjà, ils connaissent pas toutes les spécificités dont on a parlé des banques et tout, mais surtout, c'est des mecs qui travaillent en tant qu'employés, qui vont peut-être faire les semaines les plus folles, 40 heures, tu vois. Mais ça, 40 heures, 3 jours. c'est le début de la journée, tu vois. Ça n'existe pas dans le monde de l'armurerie. Si tu crois que le vendredi à midi, t'as fini le taf et qu'après c'est chill jusqu'à lundi, et que le lundi tu travailles pas, tu te mets le doigt dans l'œil. Hein. Ouais, ceux qui suivent sur Instagram le voient, hein, les stories du dimanche après-midi où Ouais. le tour il est à plein régime, c'est souvent. Si tu vois une story du dimanche avec marqué le custom du week-end, le moment où je la poste, c'est 10 minutes après avoir filmé, tu vois. Ah ouais. Donc, Donc quand c'est dimanche à 18h, c'est pas bon signe. c'est ça. Mais c'est ce qui fait que l'entreprise fonctionne, en fait. Parce que aussi, une des spécificités de ton armurerie, c'est qu'en termes de main-d'œuvre, t'as ton père qui t'aide un peu? Non, Pas du tout? non. Pour le moment, non. C'est prévu. Ça arrive. Mais C'est du coup, en prévu. fait, t'es tout seul. Moi, je suis tout seul. Je fais la comptabilité. Je suis le mec qui répond au téléphone. Je suis le mec qui fait le SAV. Je suis le mec qui fait les colis. Je suis le mec qui va à la poste. Ah, donc c'est intenable. Ouais, c'est des grosses journées, tu vois. Ouais. C'est des grosses journées. Il y a des semaines, elles sont folles. Il y a des semaines, elles sont un peu plus calmes. Ce qui est assez rare, je pense, parce qu'au vu de ton nombre de ventes et de ta notoriété, être encore tout seul, faut que les gens se rendent compte que c'est quand même un volume de travail pour une seule personne qui est balèze. Hein. Ouais, alors ça, c'est plus une raison qui est personnelle, je pense. J'ai beaucoup de mal à faire confiance, tu vois. Tu délègues pas. Voilà. J'aime bien maîtriser. Et ce qui est peut-être mon défaut pour la partie entrepreneuriat, je dirais, c'est que justement, tu peux pas laisser un mec. Enfin, moi, dans mon esprit, c'est difficile de laisser un mec un week-end Tout seul dans la pièce forte. Dans la pièce forte avec tout le matos. Parce qu'on a tous des potes qui travaillent dans des entreprises et qui nous racontent des fois les trucs de Mongoliens qu'ils font, tu vois. Ouais. Donc tu te dis, là, en fait, je vais partir ce week-end, j'arrive lundi, et en fait, le mec, il a pris la chétac, il lui a mis 200 coups, tu vois. Et là, tu te dis, ouais, bon. Dans la pièce forte. Ouais, parce que tu sais jamais à qui t'as affaire, tu vois. Et donc, du coup, ça, c'est très difficile. C'est pour ça que là, je travaille à ce que ça change, mais pour bosser, du coup, en famille, tu vois. Et on arrive à maintenant, en fait. C'est ça. Historiquement. On a fait un bon tour, là, déjà. Ouais, on a fait un bon tour, ouais. J'avais marqué. Je pense que j'ai beaucoup raconté ma vie, j'ai l'impression de monopoliser le temps de parole, tu vois. Bah non, mais c'est l'objectif. J'avais marqué présentation Jordan, première partie. Là, ouais. Vous avez un beau résumé de sa vie. Voilà, t'as le background du mec qui fait une armurerie, tu vois.
Et si on doit le résumer, au final, C'est intéressant, c'était une des questions que les gens posaient le plus. C'était faut être comment devenir passionné. armurier. il faut vraiment que ce soit une vocation et il faut pas compter ses heures. Et maintenant, il y a une autre spécificité, il faut beaucoup d'argent. Ouais, donc ça, c'est un autre sujet. C'est qu'en termes de financement de stock, tu Aucune démarres banque pas te avec suit. 15 000 euros. Non, Alors, impossible. même pas avec 50 000 euros. Impossible. 50 000 euros, c'est même pas le mur de balles que tu vois chez le petit armurier de campagne à côté de chez toi. Ouais, c'est des trésoreries qui sont quand même Énorme. énormes. Ouais. Les stocks sont en centaines de milliers d'euros. Et les mastodontes du marché, on parle en millions d'euros pour eux, tu vois. Ce qui n'est pas du tout mon cas, tu vois. Moi, j'ai commencé avec très peu d'argent. Mais du coup, C'est la manœuvre qui t'a financé ton stock. c'est ça. Et en plus, à l'époque où moi j'ai débuté, on va dire, la partie Internet n'était pas encore trop saturée. Donc tu pouvais aussi faire de la partie vente en ligne sans avoir une concurrence extrême comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des mecs, ils sont en slip chez eux, limite, Sur le PC. sur le PC. Ils te vendent des carabines au tarif le plus compétitif du marché, mais ils l'ont pas en stock. Oui. Donc c'est 15 jours de délai, mais ça part de l'importateur et hop, ça va chez eux. C'est ça. Ouais. Donc, et des fois, il n'y a pas. Et quand tu veux appeler, ben, c'est un numéro payant. C'est ce que tu disais, c'est le dropshipping de l'armurerie en fait. Enfin, C'est ça. C'est ça. Et Mais du coup, pas de service après-vente, c'est ça. des délais terribles. Donc, du coup, pour contrecarrer ça, le seul moyen aujourd'hui, c'est d'être sérieux et d'avoir un très gros stock pour faire de l'expédition rapide. Parce que le mec qui te marque sur Internet, c'est dispo, et que 10 jours après, tu l'as pas, et que t'as pas eu au téléphone, qui répond pas à tes mails, C'est que c'est pas dispo. bah, tu rachètes pas chez lui, parce que Ouais. les gens se le disent à force, tu vois. Ouais, c'est pas un si grand milieu le tien. Hein, donc quand quelqu'un fait de la C'est merde ça. sur les forums et tout, tu le vois rapidement. C'est ça. Mais après, je pense pas que ça ait d'impact non plus d'un point de vue économique pour le gars visé en question, tu vois. Parce qu'il y a des armuriers, ils ont des réputations de fous furieux, Ouais. tu vois. Mais comme ils sont pas trop chers, bah. Ben ouais, puis même ils perdurent, tu vois. Il y en a certains, tu sais qu'il faut pas les appeler, par exemple, tu vois. Il y a un mec en particulier, il est connu pour insulter tout le monde. Si tu l'appelles, t'es foutu. J'ai une anecdote comme ça de cet armurier qui, je suppose, est très sympathique, mais qui faut pas l'appeler. Ouais, mais c'est drôle parce que c'est une vérité universelle. En fait, tout le monde a vécu la même chose. Tous les gens qui l'ont appelé disent mais il est insupportable, faut pas l'appeler. Le gars, en fait, il en a marre d'avoir des appels téléphoniques, je pense. Moi, j'ai un collègue qui passe une commande chez cet armurier pour de la munition. Et c'était des balles en 300 Win Mag qui étaient à prix abordable. Et on parle de ça, et je fais « Ah ouais, putain, elles sont pas chères, t'aurais peut-être dû en prendre plus. » Et il me dit « Tu crois que je l'appelle et j'en fais rajouter ?» Franchement non, hein. Et vite, hein, repasse une commande, paye du frais de bord, tu vois, parce que là, tu vas te faire incendier. « Ouais, putain, quand même, et tout. Ouais, je vais l'appeler. » Puis peut-être quelques jours après, on se parle et tout, et il me dit « Putain, le mec, je l'ai appelé. Oh, il m'a dit que j'étais un lobotomisé, que... » Il s'est fait défoncer, tu vois. Ouais, il est connu pour ça, lui. Il est connu, mais ça fait très longtemps qu'il existe, mais puis il marche Ouais. encore au final. Mais voilà, après, il est sérieux, mais il faut pas Ouais. l'appeler. Ouais, c'est drôle. Donc, tout ça pour dire que les mecs qui se lancent, s'ils pensent faire du web et vivre en commençant avec un faible stock, malheureusement, c'est déjà saturé. Hein, donc, faudra après- commencer avec et plus gros. Et après, il y a ceux qui sont armuriers alors qu'à la base, ils font des lotos. Ouais, c'est vrai aussi. Il y a des reconversions professionnelles Aussi. assez folles comme ça, ouais. Il y a des trucs comme ça, ouais. Mais ouais, il y a des mecs qui sont ultra efficaces pour faire du web. Il y a des mecs qui sont ultra efficaces pour faire de la main-d'œuvre. Il y a des mecs qui sont sur les deux tableaux. Il y a des gars qui sont sur un marché et si t'arrives, t'es mort parce qu'ils sont déjà leaders et avant de les dépasser, tu vas galérer. Donc il faut vraiment avoir un petit plus. Et là, dans les gens avec lesquels je discute, parce que c'est une question, d'ailleurs c'est la raison du podcast, hein, pourquoi, comment on fait pour devenir armurier, etc. Mais il y en a, je sais direct en parlant 10 minutes avec eux que ça marchera pas. Ouais, ça faut quand même une certaine quantité de prérequis que s'ils sont pas C'est présents, ça ira pas. C'est ça. Et là, c'est comme dans les jeux vidéo, tu vois, tu joues, tu sais, c'est des jeux sur les téléphones portables. Tu commences quand le téléphone portable, il vient d'avoir ce jeu. T'as des chances de finir level 99 avec le château ultra équipé, les archers qui défoncent les Une fois mecs que t'arrives attaquent. sur la map niveau 1 et que tout le monde est déjà niveau 100, c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, Ouais. soit tu mets beaucoup de sous pour acheter des cristaux, tu vois, T'arrives vers soit c'est mort. Et là, c'est pareil. Hein. Là, c'est pareil. c'est un peu saturé aussi. C'est très saturé, je trouve. Maintenant, c'est comme dans Highlander, tu vois. À la fin, il en restera qu'un, je pense, tu vois. On sait qui c'est, hein. Ce sera pas moi, je pense. Mais Il y a quand même quelques armuriers très connus où chacun a sa petite spécificité. c'est ça. Et en fait, comme tu disais, ce qui va mourir, c'est les mecs qui démarrent en se disant bon, je vais faire un peu comme tout le monde. Ouais. Ça, c'est plus possible. Non. Sauf avec une somme énorme, quoi. Mais
Voilà, en fait, et en plus, on a des problématiques aussi de financement, tu vois. Parce que le mec qui se dit, vas-y, comme il a fait un crédit pour sa maison, Tu fais pas de crédit à la banque pour ouvrir une armurerie. Hein. il se dit, je peux peut-être prendre 200 000 ou 300 000 sur le projet en étant bon et reprendre une petite armurerie et vivre. Sauf que ça, c'est pas possible. La banque, elle dira non. La banque, elle va dire, mais tu peux apporter tout l'argent que tu veux. Nous, ce qu'on veut, c'est ta maison d'abord. Et une fois que tu auras hypothéqué ta maison, on va discuter, tu vois. Mais pour te donner une idée, moi, à chaque fois que j'ai demandé du financement à la banque, c'était pour surfer sur la vague du paiement en plusieurs fois, tu sais. Et à chaque fois, les mecs, ils me disaient, ouais, on peut faire ça. On fait de la facturation. Donc la facturation, c'est la banque qui paye tes factures. Ok. Tu lui amènes tes factures, en gros, et il te paye tes factures. Ça fait de l'avance sur trésorerie, en fait. Et ça, le taux, c'est 7%. Ce qui est gigantesque. Ouais. C'est gigantesque. Donc du coup, tu dis, bah non, moi je veux faire un prêt. Ah non, ça c'est pas possible. Donc création d'entreprise nécessite la passion, pas compter ses heures, et un beau capital de départ. Pour répondre à la question la plus posée. Ouais, c'est la question la plus posée. On a fait un bon tour du petit historique. Je pense, ouais. On va passer sur une petite partie un peu plus dynamique. C'est un oui ou non. Je vais poser une quinzaine de questions à Jordan, auxquelles tu vas ne me répondre que par oui ou par non, sans justifier. Peut-être qu'on reviendra sur quelques-unes après, si tu veux. Pas de souci, Qui sont un peu de tous les thèmes. Et comme ça va permettre de dynamiser un peu le truc, ça va être sympa. ça marche. Est-ce qu'armurer, c'est une bonne situation? Non, Est-ce que le tir en France, ça a de l'avenir? je pense que oui. Les armes françaises depuis les années 50, c'est vraiment super. Oui. Le TLD, c'est un sport de riches. Non, Les chasseurs français ont généralement de bonnes connaissances balistiques. non. Une carabine plus chère, ça tire mieux. Elle est dure celle-là. Ah, elle est dure, ouais. Vu la situation actuelle, je dirais oui. Le milieu armurier, c'est vraiment fraternel et tout le monde s'aime bien. Non. Si à 50 ans t'as pas de PGM, t'as raté ta vie. Oui. On peut débrider le magasin du Turkinelli pour le passer en B quand on sera inscrit au stand. Non. Le pantalon Minotaur, c'est vraiment le meilleur de la galaxie. Oui. Les personnages des vieux de nos vidéos sont purement fictifs et ne sont pas tirés de faits réels. Oui. Tu aimerais bien faire un deuxième Sage Commando? Ah non. Mesurer ses étuis en 6,547 Lapua au micron près, c'est la signature des tireurs qu'on aime bien. Non. Et enfin, l'entreprise All-Arm, ça réserve de belles choses dans les années à venir. Oui. Parfait. Petit instant anecdote, Jordan. Il t'arrive beaucoup de trucs. J'ai souvent, en général, quand dans la journée, il n'y a pas de truc de conversation en route, mon téléphone sonne, j'ai un audio de Jordan d'1 minute. Bien souvent, il y a des trucs incroyables. Est-ce que tu as des petites anecdotes qui te sont arrivées Dans le à monde des partager? armes, il y a des trucs de fou furieux tous les jours. Ou presque. Mais des situations ubuesques même. En anecdote, anecdote marrante par exemple, petite anecdote rapide, un gars super sympa m'achète une lunette Cales, donc le modèle avec le parallaxe qui est en dessous de la tourelle d'élévation. Et il me demande, il m'envoie un message, il me marque, une fois que la lunette est zérotée, est-ce que pour tirer à la distance, je bouge le parallaxe, tu vois. Classique. En fait, Classique. il débutait, tu vois, Ouais. et il pensait que plus tu mettais de distance au parallaxe, et plus c'est un rayon laser en fait. Le C'est truc, facile de TLD, hein. C'est un volume on/off, plus tu mets fort, plus ça va loin, tu vois. Ouais. Donc c'est prêt à sourire, tu vois. Des trucs comme ça, il y en a plein toute la semaine en fait. Des questions vraiment qui paraissent complètement dingues. Ou des questions que t'as en permanence, le sempiternel 308 ou 65, des choses comme ça. Ah bah ça ouais, ça l'appelle. c'est plutôt 308 ou plutôt le 6.5, alors toujours en nuance en fonction de la personne, ça dépend des gens en fait. Même bien si maintenant je pense que le 6.5 est peut-être le meilleur choix dans la plupart des cas, tu vois. Ou selon moi du moins. Ouais, moi c'est un avis qui bouge beaucoup. Au début j'étais plutôt 308, c'est vrai qu'avec le temps, en fait au vu de à quel point même en manufacturier, les munitions, les bonnes munitions, les prix se sont très rapprochés quand même. C'est ça. Franchement pour moi il n'y a plus trop d'intérêt. Puisqu'on en parle, les gens ils sont matrixés aussi par l'usure des canons. Parce qu'on leur dit oui, une 308, tu vas faire 3, 4, 5 000 tirs, là où une 6.5 t'en feras peut-être un peu moins. Ouais, mais ça Déjà c'est pas si vrai. c'est totalement faux dans le sens où je peux en témoigner puisque je fais des canons. Des gens que je connais ou qui sont parmi mes clients, des mecs qui bousillent des canons, vraiment qui ont des volumes c'est presque indécents de canons annuels, ils se comptent sur les doigts d'une voire deux mains, tu vois. C'est ça. Les écarts de durée de vie sont pas si grands d'un calibre à l'autre. C'est ça. Et des gens qui tirent 3000 coups en 1 ou 2 ans. Il y en a pas. Il y en a très peu. Enfin, regardez autour de vous combien il y en a, sauf si vous êtes vraiment un mec qui est vraiment dans la compétition, c'est très rare quoi.
Peut-être en France, on parle de quelques centaines d'individus, tu vois, parmi 200 000 et quelques tireurs, 240 000, je sais plus combien on est maintenant, tu vois. Mais il y a très peu de gens qui bousillent des canons, et les gens les plus inquiets au sujet, notamment du 6.5, ils disent « Ouais, mais c'est un brûle-canon, machin », souvent ils finissent par acheter la 6.5, et je les revois jamais, tu vois. Alors soit ils se disent « Ouais, c'est enculé, c'est une saloperie d'armurier, il m'a vendu un machin, le canon il est mort en 2 coups », ou soit ils sont parfaitement contents, c'est même sûr qu'ils sont parfaitement contents, et le canon il s'use pas, quoi. Puis il y a aussi l'image collective, il y a des gens qui disent tu sais, un canon usé, ça dépend du tireur. T'as des gens pour qui un canon usé, quand ça passe le demi MOA, le canon est mort. C'est ça. Et en fait, t'as des gens, même si ça tient le MOA, c'est bon, quoi. Tant que c'est dans le centre de la C50 Ouais, à c'est 100 ça. mètres, c'est bon. Et ces gens-là, en fait, t'as des canons qui peuvent faire 10 000 coups, donc... Les mecs du militaria, le canon est miroir. Il est tellement miroir qu'il n'y a plus de river. C'est ça. Il y a des Oui, canons c'est ça. miroirs de TLD foutus, j'en ai plein, hein, mais Ouais. en cible, c'est plus très bien, quoi. Ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Des trucs avec les livraisons aussi qui sont... La livraison, j'ai des histoires de fous furieux. J'ai une histoire au tout début de mon activité où je bossais enfin, je bossais pas, mais j'avais des fournisseurs qui travaillaient avec une entreprise de transport très connue pour ça, tu vois. Et en fait, ce transporteur qui a son entrepôt pas très loin de chez moi, il embauchait des mecs que t'as pas envie d'embaucher, tu vois, des mecs qu'il faut pas embaucher, qui c'est n'importe quoi. Et c'était une prise de tête parce que t'es censé être livré rapidement, t'as des gens qui attendent, des fois tu leur dis bah je l'aurai demain ou après-demain, et il se passe 4-5 jours, une semaine, t'as pas le produit, tu vois. Donc tu vas au dépôt, le mec en face de toi, il veut se battre avec toi. Donc j'ai eu des situations comme ça, hein, où je suis allé au dépôt avec un carton de munitions éclaté, et tu dis au mec, bah regarde, c'est marqué explosif 1.4 sur le carton, pourquoi tu l'as massacré? Ouais, machin, truc, qu'est-ce qui t'arrive? La chef du centre qui se met devant lui, tu sais, une fois qu'il y a une personne interposée derrière, ils font les fous, tu vois. L'apothéose de cette histoire, en fait, c'est que un soir, je rentre de l'atelier, et je fais pas le tour de la maison, tu vois, parce que, je sais pas faire le tour de la maison de chez moi, tu vois. Donc je rentre, je vais me coucher. Le lendemain, je me lève, et vers midi, par là, dès que j'ai un moment, je vais au courrier voir ce que j'ai reçu en courrier, tu vois. J'ouvre la porte, je vais au courrier, je tourne la tête, et là, je vois plein de cartons contre la façade, tu vois. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je regarde, c'était des flingues, Posés dehors comme ça. posés dehors comme ça. Donc le mec était sûrement passé au moment où j'étais à l'atelier, il a mis tous les flingues sur la façade, et il s'est cassé. Et il y a des gens qui devaient passer en bagnole et qui devaient dire, putain, mais lui, il est défoncé, il laisse des armes dehors, tu vois. Et il y avait tout, ouais, je sais plus combien de flingues il y avait, mais ils étaient tous dehors, tu vois. Ah, ça me rappelle une anecdote aussi, que tu m'as envoyé la photo, j'ai rigolé. Un Dragunov dans un carton. Ah, avec le canon qui Avec dépasse. le canon qui dépasse de ça du carton. Ouais, bah ça c'est très fréquent. Les gens qui envoient des armes pour du SAV ou pour je sais pas, pour est-ce que je l'ai racheté ou il y a un filetage à faire ou des choses comme ça. Souvent ils prennent pas conscience que le postier il est pas comme eux en fait. Eux ils arrivent avec le colis à la poste, ils le remettent Ouais, tout doucement. tout est En se bien disant, entretenu. oh là là, Derrière, ça fait 3 saltos arrière. Et c'est derrière, dès qu'il passe derrière, t'as un mec qui le prend, qui le jette comme un javelot, qui joue au foot. C'est un poteau de cage, le canon, tu vois. Donc, d'ailleurs, j'avais parlé avec des mecs qui bossaient en livraison, qui me parlaient de sessions de football colis, tu vois. Oh là là. C'est des faits, tu vois. Avec votre calais, ça a 3000 € à l'intérieur. C'est ça. Donc, bon, c'est pas fréquent, mais des fois, le mec, il est mal payé, il en a marre, le colis, il le prend, il le balance à l'arrière du camion. Et si tu protèges pas bien les endroits qui peuvent percer, bah t'as le canon qui se retrouve en dehors du colis, quoi. C'est vrai que les explosions, c'est un problème. J'en parle aussi là. Tout ce qui est la boutique, quand on vous envoie des trucs, dès qu'il y a un truc qui est un peu rigide ou pointu, si c'est pas suremballé, surblindé, Mettre des cartons, des couches de carton, ça arrive enfin, pas ouais, en mauvais état. Clairement, il faut vraiment être bon sur l'emballage, ouais. Et ça, mais fréquent. Et vu que la poste, il y a un roulement, des fois, t'as des postières qui m'ont amené des trucs, mais elles ont dû se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai amené, tu sais? Il y a une sorte de... Elle te tend le colis, elle te regarde, tu vois, et toi, tu fais le mec normal parce que c'est presque une habitude que Ouais. ça se produise. Axel. Et elle, au fond d'elle, elle se dit, putain, si j'appelle la police, peut-être que j'aurai des problèmes, tu vois. Et tu sens qu'elle doit rentrer chez elle, elle doit pas être bien, tu vois. En plus, ils savent pas parce que la poste, c'est quand même un des rares trucs qui peuvent transporter des armes. Et c'est dans leurs conditions, en fait, c'est légal. Surtout que moi, en fait, je suis dans une politique où il n'y a pas de signe distinctif. Quand tu passes devant mon atelier, c'est pas marqué que c'est une armurerie. Le siège social, c'est chez moi. Donc, si tu viens, il y a rien. Il y a rien d'écrit. Et donc, du coup, celles qui savent pas, et le nom de la société, c'est pas armurerie. Et c'est pas OWL Armes non plus, tu vois. Ça, c'est un nom commercial. C'est SARL Haute, en fait. Ouais, c'est juste son nom de famille. Et, les gens qui sont nouveaux dans la livraison, ils savent pas qui je suis, tu vois. Et du coup, il y a un putain de canon qui dépasse.
Ils doivent se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, tu vois? En truc de fou furieux sur la livraison, j'ai 2 histoires assez marrantes où justement on parlait d'armes type mitrailleuse que j'avais plus l'occasion de posséder. Il y a eu un laps de temps après Covid où on a été autorisé à avoir des mitrailleuses à répétition manuelle. Ouais. Donc j'avais demandé si c'était possible de me produire des MG42, de les modifier en répétition manuelle. C'est possible? C'est possible. Avec non rétroactivité, pas qu'un mec puisse facilement les retransformer, tu vois. Et une épreuve CIP, qui est une obligation. Les mecs m'ont dit ok, pas de problème. Donc j'avais acheté des MG42, des DPM, PKM, Zastava M77, beaucoup d'armes militaires, tu vois. Ouais. Et le gars me dit pour la livraison, on vous envoie un transporteur, tu vois. Donc un matin, vers 6h, par là, ça sonne à la porte, tu vois. Je dis putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Une palette de mitrailleuses. Et j'ouvre la porte et je vois un mec, c'était un Rome, tu vois. Tu sais, un Rome des pays de l'Est, tu vois. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Tout de suite, tu sais, d'élite Qu'est-ce qui se passe? d'élite faciès, tu vois. Qu'est-ce qu'il veut, tu vois? Et pas de flag à portée de main. Qu'est-ce qu'il fait, ce mec-là, devant chez moi à 6h, tu vois? Et le mec, il parlait pas anglais, il parle pas français, il m'explique qu'il a un truc pour moi, tu vois. Et je sors dehors et je vois, il a un camion, tu vois. Un petit camion Mercedes, tu vois. Alors je lui fais signe qu'il se mette dans la cour et qu'on va décharger, du coup. Le mec est des pays de l'Est directement? Ouais. Il te livrait de lui-même? Ouais, exactement. Et du coup, j'ouvre la porte, les portes arrière de la fourgonnette, et le mec, il ouvre la bâche du camion, et dedans, il y a une énorme palette, avec une boîte en bois sur la palette très haute, et des scellés, tu vois. Ouais. Donc là, il sort une pince, il coupe, il ouvre la palette, moi, je monte à l'arrière du camion, je regarde, et là, je fais « Oh, putain !» Il y avait les MG? Puis il y avait tout dedans. Mais comme ça, tu vois... Il est venu lui-même? Non, en fait, c'était un transporteur mandaté de lui, donc le par gars le grossiste. l'aller-retour directement. Et il avait d'autres produits aussi derrière la palette, tu vois, mais le mec devait faire ce pays-là à la France, tu vois. Incroyable. Et il ressemblait à un gitan des pays de l'Est, tu vois, donc ça inspirait pas trop confiance au premier abord, mais le mec était sympa au final, tu vois. Et là, il commence à me passer les flingues un par un. Alors moi, je les prends et je les rentre dans ma caisse, tu vois. Et là, j'ai un voisin que je connais quasiment pas, tu vois, qui habite au bout de la rue. Et là, je vois le mec, il voit ça, il voit le rhum, qui est en train de me passer une PKM, moi qui est comme ça, tout content, tu vois, qui prend la PKM et qui la met dans mon truc et qui fait bonjour. Et le mec, j'ai vu sur sa tête, mais il s'est dit, mais je suis dans un film. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du trafic d'armes dans mon quartier, qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Surtout si c'est pas ce que tu fais. Et le gars, j'ai jamais eu l'opportunité de lui parler, tu vois, mais je pense que je l'ai traumatisé, tu vois. Donc ça, c'est une anecdote assez marrante sur la livraison. Et apothéose, je pense, le truc le plus dingue, c'est un après-midi, j'ai un appel de mon banquier, ou du moins un mec de la banque où je suis. Il me dit, monsieur Hutt, on a un colis pour vous. Ah, je me dis, c'est quand même bizarre. Ah oui, je me rappelle de ça. Un colis pour moi, à la banque. Il me dit, ouais, c'est un long colis. Il me dit, c'est quand même étrange cette histoire. Je dis, bah ok, je vais venir te chercher. Je raccroche et moi, dans ma tête, je me dis, mais en fait, l'histoire, elle est pas possible. Comment ma banque peut recevoir des colis pour toi. Pas du tout au même endroit, c'est même pas dans le même secteur géographique, tu vois, du coin. Je me dis, là, en fait, j'ai peut-être fait un truc, j'en sais rien, je vais arriver, il y a des mecs avec des cagoules qui vont me mettre un coup de crosse derrière la tête et je vais finir avec des monotes, tu vois. Du coup, j'arrive à la banque et tout, un peu tout penaud, je regarde, je sonne, tu vois, et je vois derrière la vitre le mec qui me regarde, qui repart. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'il fait? Il revient avec un colis, c'était un flingue, en fait. Il ouvre la porte, il me le tend, il me dit, vous avez cru que c'est Mondial Relais, là, ou quoi? Oh là là. Je dis, bah non. C'est pas toi qui l'as fait livrer, là? Il me dit, mais comment c'est possible de faire livrer des armes à feu à la banque? Alors, j'ai introduit, sans le vouloir, à la banque une arme, tu vois. Ouais. Et je dis, bah j'en sais rien et tout, aucune idée, quoi. Il me dit, ouais, faut pas que ça se reproduise, machin, parce que la prochaine fois, on appelle la police, il me sort un truc comme ça, tu vois. Ah, il était un peu énervé, quand même. Bah attends, le mec, il connaît ma profession, il sait ce qu'il y avait dans le colis, tu vois. Ouais. Du coup, bah, je rentre chez moi et j'appelle un collègue, tu vois, je lui dis, putain, t'es con, t'as envoyé une carabine à ma banque, espèce de mongol, tu vois. Et il me dit, mais c'est pas moi, qu'est-ce que tu me dis? Parce que ce collègue en question devait me renvoyer une arme, tu vois. Ouais. Et il me dit, non, mais t'es con, c'est pas moi, tu vois. Je dis, ah, bah, désolé, tu vois, on discute un peu, machin. J'ouvre le colis, et là, dedans, je découvre une Remington 700 d'un personnage très connu sur les réseaux sociaux, vraisemblablement, parce qu'il a toujours un mot à dire. Tellement un champion qu'il a envoyé son arme, en fait, à l'adresse de la banque qui était sur mon RIB. On a fait un bon tour, on va finir avec les questions d'Instagram des gens. Questions des abonnés, donc c'est pas, il n'y a pas un ordre précis.
Quelles sont les pièces les plus folles de ta collection d'armes à feu que tu as possédées ou que tu possèdes encore? Peu importe. Que j'ai possédé, la PKM. Ça, Elle tirait? en répétition manuelle, ouais. Ok, Ouais. c'est rare. Et après, bah, je l'ai pas gardé parce que changement de législation. Et après, en actuel que je possède en dingue, le Shetak M200. J'allais dire le Shetak, c'est quand même un morceau, Ouais, quoi. ouais. Le Shetak M200, c'est lourd. Dans tous les sens du terme. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui fait selon toi un bon fusil de précision? Ouais, c'est le canon. On le voit C'est de le plus en canon plus qui avec les fait vidéos. une bonne part. Canon feuillure, quoi. Si la feuillure est propre, le boîtier, s'il est pourri, mais que la feuillure est bonne et que le canon est très bon, ça va marcher, quoi. Ce qui met un peu la mine à tous ceux qui font la culasse, elle gratte un peu. Non, après, c'est vrai que c'est plaisant d'avoir quelque chose de fluide. Mais pendant des années, les gens ont fait des canons match sur des boîtiers Remington basiques. Puis ça marchait. Et ça marchait à fond, tu En vois. custom, c'est ça. Hein. Ouais. Et Bah ouais. c'est pas hyper agréable, mais par contre, en cible, c'est incroyable. Voilà. À quand la catégorie B chez Olarm? Prochainement. C'est en cours. Ça arrive vite. Vite, je sais pas, hein, ça, Ça dépend pas que de toi. ça dépend pas de moi. Mais ouais, l'idée germe de plus en plus, donc ça va se faire. Ouais. Pourquoi est-ce que le FRF2, c'est la meilleure arme du monde? Parce que c'est français, monsieur. Il l'a fait. Quelles sont tes armes préférées? Que tu possèdes ou que tu possèdes pas forcément? Là, actuellement, alors le problème, c'est que c'est dur parce que y a des dizaines de milliers de types d'armes différentes. Et j'en ai quand même possédé beaucoup. Et du coup, ça change avec le temps? C'est ça. En fait, les gens, pour certains, doivent penser que je suis un collectionneur, mais c'est pas du tout le cas. Moi, mon but, c'est de posséder certains types d'armes mythiques, au moins l'espace d'un instant dans ma vie, tu vois. Mais c'est intéressant parce que tu galères à les trouver, C'est ça. tu les as enfin, Je m'amuse, tu t'en sers, et on peut en après, faire des belles vidéos, donc c'est cool, ça te fait un Voilà. souvenir en plus. et je les Et garde après, pas tu les forcément. revends et ça te C'est permet ça. d'en acheter d'autres, quoi. Donc, C'est ça. Moi, j'ai un perpétuel roulement, tu vois. Là, au moment où on tourne... t'es pas du genre à stocker 50 Mozilla Gant. Non, mais j'ai été du style à stocker une cinquantaine de Carl Gustave. Ah ouais? J'ai eu une période où j'ai fait une fixation sur le Carl Gustave. Il m'en fallait La plein. carabine rose, La carabine rose, ouais. elle est toujours là. Que je garde en relique, tu vois, de cette époque. Elle est bien cette carabine. Ouais, elle est marrante, ouais. Qu'est-ce que tu penses des influenceurs de tir sur internet? Bah, ça devient un espèce de Ponzi, tu vois. Dans le sens où, bah, y a ceux qui sont déjà là, qui, du coup, bah, grossissent de plus en plus par, peut-être les petites vidéos faites par d'autres, tu vois. Et eux vont perdurer. Par contre, les derniers entrants, y a un level maintenant, ça devient difficile, tu vois. Tout le monde veut être influenceur, tu vois. Ouais, Moi, c'est je le métier qui reçois fait des rêver. messages de j'ai tant d'abonnés, si vous me prêtez telle carabine, On je fera vous la ferai pub. publicité. Je vais voir la chaîne ou le compte Instagram de la personne et je me dis mais en fait malheureusement bah y a rien quoi. Il faut continuer de développer malheureusement. Et je pense que la plupart abandonnent, tu vois. Pour en parler un peu vu de l'intérieur, Ouais. je pense que les gens se rendent pas compte. Je pense qu'on peut faire des trucs avec des moyens restreints, mais je pense qu'arrivé à un moment, si on veut vraiment faire des beaux trucs, il faut mettre les moyens. Et la fameuse phrase de « ouais, mais je mettrai les moyens quand ça marchera », pour moi, c'est pas une solution. Non, il y a trop de mecs qui se lancent. Et ouais, j'ai eu plein de gens au téléphone qui me disent des fois ouais, j'ai une chaîne YouTube et tout, j'ai fait telle review. Je suis désolé, mais Oui. l'algorithme, malheureusement, il doit pas vous aimer parce que je Ouais, vous ai c'est pas ça. vu, quoi. Après, quand tu vois la qualité actuelle sur Internet, déjà en termes de production vidéo, des gens qui en font, Ouais. c'est quand même très bien. Et même des gens qui font des photos sur Instagram, qui font des trucs super beaux. Tu peux pas te permettre d'arriver, faire des trucs à moitié et dire « mais ça va marcher plus tard ». Souvent, c'est Voilà. mauvaise idée. Donc je sais pas trop comment ça va se passer pour les prochains entrants sur ce marché là, mais ouais, moi je le vois comme une pyramide de Ponzi, tu vois. Ok. Les derniers arrivés sont pas les gagnants malheureusement, tu vois. Pourquoi est-ce que PGM, c'est pas si ouf? Bon, alors PGM, longue histoire, mais PGM ça fait partie c'est d'ailleurs ma toute première arme de précision que j'achète, l'Ultima Ratio. C'est vrai? Ouais. T'en avais possédé une avant alors? Ouais. Et Que t'as rendu? Oui. Et du coup, rire jaune. et du coup, alors ça transparaît pas du coup dans la vidéo qu'on tourne avec la dernière que j'ai encore là.
Mais moi, la mienne était vraiment sujette à problème de chargeur. Le problème Très dont tu parlais, capricieuse. Et le canon, exceptionnel. Hein. En cible, je faisais des tirs. Pendant longtemps, ça a été mon meilleur canon. Pendant plusieurs années qui ont suivi, hein, ça a été mon canon le plus précis que j'avais eu. C'était un intervention 308 de chez PGM, qui était un Lothar du coup. Tu vois. Et ouais, problème de chargeur, des gros problèmes d'éjection où la douille tapait à un endroit dans le boîtier. Elle rentre dans le boîtier. Elle restait dans le J'en boîtier. ai eu quand on a fait le test. J'en ai eu plusieurs fois. D'accord. J'ai rien dit parce que la cuirassée me l'a fait une fois, D'accord. mais ça me l'a fait qu'une fois. Et le PGM, ça a dû le faire 3-4 fois sur tout ce que j'ai tiré. D'accord. Et oui, tu ouvres le verrou et la douille elle fait un demi-tour sur elle-même C'est et ça. elle rentre dans la fenêtre. Donc ça, j'en avais parlé à l'époque et la personne en question m'avait dit ouais, faut être franc du collier sur le verrou, etc. Mais bon, Faut être initié. du Il coup, faut avoir 50 ans. je vais faire le petit con, tu vois. Mais je vais dire ouais, mais sur une Tika, ça ne le fait c'est pas, fluide, monsieur. hein. Et donc du coup, ouais, ça m'avait un peu dégoûté parce que je voyais ça comme une arme ultime. D'ailleurs, l'Ultima Ratio, quoi. Mm. Et j'avais vendu pas mal de mes armes de l'époque Deuxième Guerre mondiale, où j'étais en train de transitionner en fait sur le TLD à cette période. Et ouais, j'avais vendu des très très belles pièces que je me disais en fait ça fait chier de les avoir vendues pour acheter ça, tu vois. Ok. Donc du coup, j'ai gardé cette image-là en tête de cette arme-là. Mais voilà, c'était une arme à un moment précis, tu vois. Je dis pas qu'elles sont toutes comme ça. Quelle est la distance de ton tir le plus lointain? Bonne question. En fait, je me souviens pas vraiment. Mais ouais, je pense que c'était 2400 mètres, je crois. T'as jamais fait le King of Two Miles, toi? Non, non. 2400 mètres avec quoi? 300 rhumes. Je pense que c'était ce moment-là où j'ai tiré le plus loin. Et enfin, dernière question, comment est-ce que tu vois l'avenir de la législation sur les armes en France? Gros sujet. Sujet Bon, c'est pour ça que c'est la dernière. épineux. Ouais, ils nous prendre des AR-15. Ouais, demain. Hein. Demain, les AR-15, c'est fini. Hein. Plus sérieusement, c'est ce qu'on entend beaucoup. Hein. Et moi, c'est ce que je te disais hier soir. En fait, plus j'avance, plus je me dis, en fait, je pense à la théorie des 1%, tu vois. 1% des gens possèdent toutes les richesses du monde. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que ces mecs-là font peut-être quelque chose de différent des 99 autres %. Et là, en l'occurrence, tout le monde dit que c'est bientôt la fin des AR-15, que on aura bientôt plus d'armes à feu. Si tout le monde dit ça, peut-être que c'est l'inverse en fait. Un mec à contre-courant, toi. Je sais pas, mais c'est ce que je me dis, tu vois, et ça fait depuis que je suis très jeune que j'entends ça. Et au final, la seule fois où on s'est fait prendre les armes, entre guillemets, c'est très récemment, avec Darmanin qui casse vraiment une tendance, où avant lui, les gouvernements de gauche, avec un mec qui s'appelait Bruno Leroux, je crois, voulaient déjà légiférer sur les armes ex-full auto, modifiées semi-automatiques. Et au final, il s'était ravisé parce qu'il avait compris que c'était mort, quoi. Ça aboutirait pas à plus que ce qui se passait déjà. Darmanin, lui, casse cette tendance vraiment en nous prenant du coup les fameuses ex-full auto transformées en semi-auto. Et donc du coup, c'est ce qui fait que les gens maintenant sont vraiment convaincus que tôt ou tard, on va se faire prendre les armes. Mais franchement, je vois pas dans quelles circonstances, pourquoi et comment il le ferait, tu vois. Si on se base par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, il y a des tendances dans les pays anglo-saxons comme l'Australie ou l'Angleterre où les mecs c'est ultra drastique, ils peuvent pas avoir d'AR-15 et du coup ils ont tous des armes de précision, tu vois. Donc est-ce que ça change quelque chose que la population n'ait pas d'AR-15? Bah non, puisqu'ils achètent tous des armes de précision du coup. Et puis demain si on leur prend les armes de précision, bah ils vont tous acheter peut-être des calibres 12. Puis s'ils ont plus de calibre 12, bah ils chasseront plus, tu vois. Donc non, je pense que on a encore de belles années et de toute façon, je préfère pas y penser parce que on a qu'une vie, tu vois. Donc C'est ce que tu disais, autant profiter tant C'est que ça. c'est là, donc quoi qu'il arrive. notre passage sur Terre, il est extrêmement court. Donc si pendant 5 ans je peux tirer à la R15 et qu'après c'est interdit, bah pourquoi pas. Si ça dure 3 ans, bah pourquoi pas. Au moins durant ce laps de temps, j'aurais pris plaisir à posséder ces armes et tirer avec, tu vois. Et certes, peut-être qu'il y aurait une perte monétaire si on me le prend demain. Mais voilà, j'aurais pu en profiter. Beaucoup se brident, tu vois. Ils sont sur le côté, ils regardent le mec qui arrive avec la R15 flambant neuf au stand et ils disent « Ouais, mais de toute façon, tu vas te le faire prendre. » Change de discours, achète-toi-en un, prends du fun avec le mec et puis tout ira bien, tu vois. Franchement, c'est ça, hein.
C'est une bonne façon de voir le truc, oui. Bien sûr. Moi, je pense que l'avenir est encore très porteur pour les gens qui aiment les armes à feu et le tir en France. Après, peut-être qu'il deviendra plus drastique au fil du temps, mais ça... Il n'y a pas que ça qui sera plus drastique au fil du temps, vraisemblablement. Donc voilà, peut-être qu'on n'aura pas le temps de penser à qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue législation sur les armes dans le futur, tu vois. Donc on aura peut-être d'autres préoccupations. Dernière chose, est-ce qu'il y a un sujet dont tu aurais aimé qu'on parle, que j'ai pas abordé? Bah, je pense que c'est complet. Hein. Enfin, Moi, j'ai mon tour. l'impression d'avoir beaucoup raconté ma vie et que c'est très rébarbatif. Il y a des gens qui seront contents, je pense, hein. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Bah, tant mieux. Vous en savez plus sur l'armurier préféré des Français? Je suis pas sûr que ce soit le cas. Mais le but, c'est voilà, c'est que les gens soient contents. Du moins ceux qui interagissent avec moi, le but c'est qu'ils soient contents, tu vois. Justement, j'ai plutôt des bons retours généralement. Les gens t'aiment bien, hein. Il y On a le voit quand en même des commentaire. gens qui doivent penser que je suis une pauvre tête de con, tu vois. Ce qui est en partie vrai. Hein. Tous les armuriers le sont. Hein. Ça fait partie des prérequis, tu l'as pas dit. Ah, ça c'est Prérequis vrai pour un armurier. que pour être un bon armurier, il faut quand même être un bon con, tu vois. Pour suivre Jordan, Instagram, que j'affiche à l'écran. Évidemment son site internet, pour tous vos achats. Merci Jordan. Mais merci à toi pour m'avoir donné ce temps de parole qui j'espère plairont aux gens, tu vois. A plus les gars.